Enfin, je peux recommencer ma vie à zéro. Ces mots ont été prononcés par mon mari d'une voix claire et joyeuse, au moment même où ma signature authentifiée par notre avocat et le notaire a été apposée sur notre convention de divorce par consentement mutuel. Sur la table basse du salon se trouvaient les documents légaux portant nos signatures, et à côté d'eux reposait silencieusement un unique carnet de suivi médicamenteux usé par le temps. À côté de mon mari était assise une jeune femme vêtue d'une robe d'été vaporeuse. Maëva, la femme que mon mari avait choisie comme nouvelle compagne, m'a adressé un sourire éblouissant et a hoché légèrement la tête, son ton dégoulinant de condescendance. « Tu as travaillé si dur et si longtemps. Repose-toi maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui serai son pilier. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré de façon spasmodique, et je ne l'ai pas attaqué. J'ai simplement fixé en silence le vieux journal de médicaments au centre de la table. Tu as travaillé si dur et si longtemps. » Les deux personnes assises en face de moi n'avaient aucune idée à quel point ces mots étaient vides et totalement déconnectés de la réalité. Gauthier a regardé les documents du divorce avec un petit sourire satisfait. Son teint était bon, et il n'avait certainement pas l'air d'un homme souffrant d'une maladie chronique grave et incurable. Fidèle à son ancien titre de vice-président des ventes, il était toujours habillé de manière impeccable, et son visage affichait une confiance inébranlable. Cet aura d'homme mûr, aisé et prospère était probablement exactement ce qui avait charmé Maëva. « Tu peux enfin te libérer de la corvée de me soigner », a dit Gauthier, feignant d'être un homme profondément compatissant. « Je me sens parfaitement bien maintenant. Avec Maëva à mes côtés, je traverserai facilement le reste du traitement. » En entendant ces mots, le bout de mes doigts est devenu glacial l'espace d'un instant. Il traversera cela facilement. Gauthier croyait sincèrement qu'il avait combattu la maladie tout seul pendant tout ce temps. Pendant 22 ans, j'ai tissé dans cette maison une toile invisible pour maintenir sa vie rattachée à ce monde. Matin, midi, soir et juste avant le coucher, calculant l'heure exacte d'administration de différents types de médicaments pour prévenir les effets secondaires graves, ne manquant jamais les signes subtils d'une poussée nocturne. De la maladie massant son dos tout en prenant la décision. Critique d'appeler ou non le Sam Watkins. Travaillant à un rythme épuisant en tant qu'infirmière diplômée d'État dans un grand CHU de Lyon, tout en passant des heures chaque année à mettre à jour les dossiers complexes de la sécurité sociale, les demandes de renouvellement. Dialed affection de longue durée, à son, person, et les dossiers de notre mutuelle premium. J'ai porté tout ce fardeau seul. Malgré cela, Gauthier ne m'a jamais remercié. Soigner son mari est le devoir d'une épouse, et tu es infirmière de toute façon. Tu as l'habitude de ce genre de choses, non? Cette phrase, il me l'a jetée à la figure année après année. J'ai pris mon sac à main et je me suis levée. Je n'avais pas demandé de pension alimentaire, je ne m'étais pas battue pour le partage des biens. J'ai simplement montré du doigt le journal des médicaments que j'avais laissé sur la table. N'oublie pas de l'apporter à ton prochain rendez-vous médical. Gauthier a ricané. Maëva va s'occuper de tout ça. Maëva a hoché la tête avec enthousiasme et a doucement touché son bras. Oui, je m'en occuperai à la perfection. Ne t'inquiète de rien. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je leur ai simplement tourné le dos en silence. Mes pas vers la porte d'entrée me semblaient merveilleusement légers. Derrière moi, j'entendais leur rire joyeux. C'était le son insouciant de deux personnes totalement enivrées par l'anticipation d'une nouvelle vie brillante. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, la brise fraîche du soir a effleuré mes joues. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai senti l'air lourd et suffocant qui m'avait enchaîné pendant 22 ans se dissiper instantanément. En marchant vers la station de métro, j'ai sorti mon smartphone, ouvert mes contacts et composé le numéro familier de l'hôpital, Édouard Herriot. Après quelques sonneries, la réceptionniste a répondu. J'appelle concernant le contact d'urgence et l'enregistrement de la personne de confiance pour Gauthier Delorme, ai-je dit d'une voix claire et inébranlable, m'arrêtant pour regarder la ligne d'horizon. De la ville baignée par le soleil couchant. À compter d'aujourd'hui, je révoque mon mandat de personne de confiance, ainsi que mon autorisation d'accès à son dossier médical et aux informations sur son état de santé. Veuillez adresser toutes les futures notifications d'urgence et les formulaires de consentement de traitement à quelqu'un d'autre. J'ai entendu la réceptionniste reprendre brusquement son souffle à l'autre bout de la ligne. La révocation d'une personne de confiance n'est pas une simple mise à jour administrative dans le traitement d'une maladie complexe et incurable. Cela signifie la rupture totale d'un canal de communication vital entre le médecin et le patient. Je comprends. J'en informerai immédiatement son médecin traitant, le docteur Delacroix. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. Gauthier ne savait toujours pas. Il n'avait aucune idée du terrifiant filet de sécurité qu'il venait de rejeter. Horaire des médicaments. Rendez-vous protocole d'urgence.
Sa vie quotidienne ne fonctionnait si bien que parce que j'étais en coulisses, faisant tout le sale boulot, ajustant tout et tenant méticuleusement les dossiers. Dans 3 jours, Gauthier devait emmener sa maîtresse à son contrôle mensuel régulier. Au moment où il s'assiérait sur le fauteuil du cabinet médical, il se rendrait compte de la terrifiante vérité. La liberté qu'il pensait avoir gagnée était en réalité l'acte de trancher sa propre corde de survie. Tirant une seule valise, je montais les escaliers d'un vieil immeuble canut. C'était un modeste appartement étudiant dans le quartier du Vieux-Lyon, où ma fille Océane vivait seule pendant ses études universitaires. Quand j'ai sonné à la porte, elle s'est immédiatement ouverte, révélant le visage inquiet de ma fille. « Maman. » Océane m'a regardée et n'a posé aucune question. En silence, elle a pris mes bagages et m'a fait entrer. C'était un petit espace, mais il fleurait bon la chaleur et l'hospitalité. Au moment où j'ai senti l'air de son appartement, le lourd fardeau que j'avais porté sur mes épaules pendant 22 ans est enfin tombé. Assise en face de ma fille qui m'avait préparé une tasse de camomille chaude, j'ai enveloppé la tasse de mes 2 mains. La douce chaleur s'est transmise à mes doigts glacés. J'essayais de me rappeler la dernière fois que quelqu'un m'avait préparé du thé. Pendant 22 ans, toute ma notion du temps tournait exclusivement autour de la survie de mon mari. Dans mon sac se trouvait un vieux classeur bleu. Il était différent du journal que j'avais laissé sur la table du salon avec les documents du divorce. C'était ma copie personnelle de son dossier médical. Sans réfléchir, j'ai sorti le classeur. En tournant les pages, ma propre écriture serrée m'a sauté aux yeux. Dates température corporelle, tension artérielle, type et dose de médicaments et modifications mineures de son état physique. Léger essoufflement au milieu de la nuit. À confirmer avec le docteur Delacroix lors de la visite de demain, tremblement de la main droite pire qu'hier. Effet secondaire possible du nouveau médicament, réduire encore le sodium dans l'alimentation. Il déteste ça donc masquer le manque de sel avec un puissant bouillon de légumes aux herbes de Provence. Ce n'était pas que des notes. C'était une carte littérale de la vie que j'avais soigneusement cousue, épuisant mes propres nerfs pour que mon mari puisse se réveiller en toute sécurité et respirer normalement le lendemain. Gauthier croit sincèrement qu'il est un homme fort indépendant, un cadre séduisant et prospère, qui ne se laisse pas abattre par la maladie et qui est aimé par une belle jeune femme. Mais la seule raison pour laquelle il a pu maintenir cette façade était que je veillais. Écoutant le rythme de sa respiration, neutralisant les signes d'exacerbation avant qu'ils n'apparaissent, et coordonnant les actions avec ses médecins en coulisses. Pourquoi ai-je supporté un traitement aussi déraisonnable pendant si longtemps? Parce que je ne voulais pas priver ma fille de la figure paternelle. Et il y avait une autre raison, une promesse que j'avais faite à sa mère Béatrice, alors qu'elle était gravement malade sur son lit d'hôpital, peu après notre mariage. Il est si fier et si maladroit, mais s'il te plaît, ne le quitte jamais. Lié par les mots de ma belle-mère souffrante me tenant la main. J'avais pris la ferme décision de le soutenir jusqu'à la fin amère, à la fois comme épouse et comme professionnelle de la santé. Mais le moment où cette détermination s'est complètement effondrée est arrivé assez soudainement. C'était il y a 6 mois. Gauthier s'était plaint de graves vertiges et de nausées, et je l'avais conduit aux urgences au milieu de la nuit. Après 4 heures de perfusion pendant lesquelles j'étais restée à ses côtés, je nous ramenais m'inquiétant de l'impact que cela aurait sur ma prochaine garde de nuit. Gauthier se prélassait sur le siège passager lorsque son smartphone a sonné. Le nom de Maëva est apparu sur l'écran. Ne montrant pas la moindre once de considération pour moi, il a répondu au téléphone d'une voix claire et optimiste. « Oh, je me suis juste un peu fatiguée et j'ai eu des vertiges. Je suis un homme fort. Je ne laisserai jamais la maladie me vaincre. Allons dans ce bouchon lyonnais que tu voulais essayer. » Riant joyeusement, son profil ne trahissait aucune ombre de sa maladie mortelle, et après avoir raccroché, il ne m'a pas offert un seul mot de gratitude. À la femme qui avait veillé à ses côtés toute la nuit et qui le ramenait chez lui. À ce moment précis, quelque chose en moi s'est silencieusement mais complètement réduit en poussière. Cet homme ne voit pas en moi sa femme. Il ne voit même pas en moi un être humain qui ressent de la douleur ou de la fatigue. Il ne me perçoit que comme un appareil médical pratique conçu pour le maintenir en vie. « Maman !» La voix d'Océane m'a tiré de mes pensées. Océane fixait le classeur bleu dans mes mains et a parlé doucement mais fermement. « Tu n'as plus à sacrifier ta vie pour papa. » Ces mots étaient d'une franchise presque glaçante. Papa n'a aucune idée à quel point il est protégé. Il doit le comprendre et il ne le comprendra que lorsque tu ne seras plus là. Dans les yeux de ma fille, j'ai vu un mélange de rage silencieuse face à la vanité de son père et de profonde compassion pour moi. Je ne pouvais rien dire. J'ai simplement serré ma tasse de thé plus fort. Quelqu'un m'avait enfin vu. Quelqu'un qui savait à quel point ma bataille avait été longue et solitaire était assise juste à côté de moi.
Cette nuit-là, dans l'appartement d'Océane, je me suis endormie sans régler un seul réveil pour la première fois en 22 ans. Je n'ai pas eu à sursauter de terreur au son de mon mari se retournant dans le lit. Je n'ai pas eu à écouter les signes avant-coureurs d'une crise d'étouffement. J'avais complètement oublié à quel point le silence pur pouvait être incroyablement luxueux et apaisant. Quand je me suis réveillée le lendemain matin dans la lumière du soleil entrant par la fenêtre, il n'y avait pas un seul appel manqué de Gauthier sur mon smartphone. Il ne l'avait toujours pas remarqué. Il n'avait aucune idée que dans la maison que j'avais quittée, les sachets spécifiques de pilules qu'il devait prendre ce matin-là n'étaient pas soigneusement disposés sur la table. Il n'avait aucune idée de la combinaison de médicaments qu'il devait prendre et surtout, il n'avait aucune idée de la situation désastreuse dans laquelle il se trouverait lors de sa visite mensuelle. Les aiguilles de l'horloge tournaient silencieusement. Le moment où il découvrirait la vérité approchait à grands pas. Il était 7h30 du matin. Mon corps écoutait toujours des alarmes fantômes. C'était mon premier matin en tant que femme divorcée dans l'appartement de ma fille. Habituellement, cette heure était un champ de bataille. Prendre la tension artérielle et la température de Gauthier, calculer la teneur exacte en sodium de son petit déjeuner et préparer 5 types différents de comprimés qui devaient être administrés dans les 30 minutes suivant le repas. Si j'étais en retard ne serait-ce qu'un peu, il devenait irritable et claquait la langue de mécontentement face à mon incompétence. Telle avait été ma vie pendant 22 ans. Mais maintenant, devant moi, il n'y avait qu'une tartine beurrée et une tasse de café chaud préparée par ma fille. Je n'entendais pas le bruit des plaquettes de pilules qu'on ouvrait. Je n'entendais pas les claquements de langue de mon mari. Il n'y avait que la douce et silencieuse lumière du matin tombant sur la petite table à manger. « Tu as bien dormi, maman ?» a demandé Océane en se penchant de l'autre côté de la table. J'ai hoché lentement la tête, entourant ma tasse de café de mes 2 mains. « Oui. » Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis réveillée dans un matin aussi calme. Océane a souri joyeusement et a commencé à prendre son petit déjeuner. Cette atmosphère paisible a été interrompue par la modeste sonnerie de mon smartphone. Le numéro familier d'une ligne fixe s'est affiché sur l'écran. C'était la pharmacie spécialisée située en face de l'hôpital universitaire, celle qui exécutait les ordonnances de mon mari depuis des années. J'ai hésité un instant, puis je me suis levée doucement. Je suis allée à la fenêtre et j'ai répondu. « Allô? C'est Apolline. »« Oh, Apolline, je suis désolée d'appeler si tôt. C'est Madame Vasseur de la pharmacie. » La voix à l'autre bout appartenait à Madame Vasseur, une pharmacienne expérimentée qui semblait anxieuse. Elle était l'une des rares personnes à comprendre vraiment la complexité du protocole de traitement de mon mari et m'avait aidé à le gérer pendant toutes ces années. En fait, ce matin, une jeune femme est venue ici, affirmant être la mandataire de Gauthier, pour récupérer ses médicaments. En entendant ces mots, j'ai instinctivement fermé les yeux. Maëva, la nouvelle compagne de mon mari, avait déjà commencé à jouer son rôle d'infirmière dévouée, mais elle n'avait pas son journal de médicaments. Pire encore, elle ne savait absolument rien des modifications de posologie que le docteur Delacroix avait introduites la semaine dernière. Dans la voix de Madame Vasseur, on pouvait entendre une nette confusion et un sentiment d'effroi professionnel. Quand j'ai essayé d'expliquer les avertissements concernant les médicaments, la femme a juste ri et m'a interrompue. Madame Vasseur a hésité, semblant extrêmement mal à l'aise, et a dit « Elle m'a dit mon mari est presque complètement guéri. On m'a dit que c'était en gros comme des suppléments vitaminiques. » Un vent glacial a transpercé ma poitrine. Des suppléments vitaminiques. Ce que mon mari prenait chaque jour, c'était des médicaments immunosuppresseurs, puissants et spécialisés, qui entraînaient de graves effets secondaires. Un seul faux pas pouvait déclencher une crise médicale potentiellement mortelle. C'est exactement pourquoi je tenais des notes quotidiennes méticuleuses dans mon carnet par pure angoisse. Gauthier avait menti à Maëva. Il lui avait dit qu'il était un homme fort, sur le point de recouvrer une santé parfaite juste pour bien paraître devant sa jeune maîtresse. Il avait totalement occulté la gravité de sa maladie incurable, la présentant comme une simple fatigue passagère. Et Maëva avait aveuglément cru à chaque mensonge bâti dans cette maison. Apolline, c'est extrêmement dangereux. Compte tenu des résultats de laboratoire actuels de Gauthier, laisser la gestion de ses médicaments à quelqu'un qui prend cela-ci à la légère, la voix de Madame Vasseur tremblait légèrement. C'était la terreur authentique d'un professionnel de la santé qui regarde un patient lâcher sa ligne de vie. En regardant l'horizon de la ville, j'ai parlé doucement mais fermement. Madame Vasseur, en fait hier Gauthier et moi avons finalisé notre divorce par acte d'avocat. J'ai entendu Madame Vasseur rester sans voix à l'autre bout du fil. Un long silence a suivi. Je ne suis plus sa femme. Et hier, j'ai officiellement donné instruction à l'hôpital de me retirer de sa liste de contacts d'urgence et de révoquer mon statut de personne de confiance.
J'ai fait une pause réprimant mes émotions et j'ai continué. Il se rendra très probablement à son contrôle régulier demain après-midi avec cette femme. À partir de maintenant, veuillez adresser tous les conseils sur les médicaments et les avertissements sur les effets secondaires à lui et à sa nouvelle compagne. Madame Vasseur n'a pas pu parler pendant un long moment. Elle me connaissait. Elle savait que j'étais toujours la première à franchir la porte de la pharmacie chaque mois. Elle savait qu'avant même de devoir expliquer quoi que ce soit, c'était moi qui lui précisais que ses palpitations nocturnes s'étaient aggravées ce mois-ci et que le médecin avait donc réduit telle ou telle dose. Elle était la seule personne à avoir observé de près les 22 années de travail épuisant que j'avais accompli en coulisses pour maintenir mon mari en vie. Je comprends. Quand Madame Vasseur a enfin sorti ces mots, sa voix était chargée d'émotion. Apolline vu la méticulosité avec laquelle tu tenais ses notes et à quel point tu nous aidais à assurer sa sécurité. Gauthier n'a vraiment aucune idée de ce qu'il a protégé pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Cette seule phrase a résonné chaleureusement dans ma poitrine. Mes efforts qui n'avaient jamais été remerciés et qui avaient toujours été rejetés comme étant mon devoir de base étaient sincèrement reconnus par un expert médical. Cela en soi était comme une bénédiction. Je comprends parfaitement. Je vais immédiatement retirer tes coordonnées du dossier de Gauthier. À l'avenir, je donnerai des instructions strictes aux patients directement. Apolline, tu as vraiment travaillé si dur et si longtemps. S'il te plaît, repose-toi un peu. Ce n'était pas la phrase vide et condescendante qu'avait utilisée Maëva. C'était une reconnaissance sincère, chaleureuse venant du fond de son cœur. J'ai incliné la tête comme si elle se tenait juste devant moi. Merci, ai-je simplement répondu et j'ai raccroché. Quand je suis retournée dans le salon, Océane me regardait avec inquiétude. Je lui ai souri légèrement et j'ai pris une gorgée de mon café tiède. Sous l'amertume, j'ai ressenti un soulagement absolu. Gauthier ne se rendait toujours pas compte de la véritable horreur que ses mensonges avaient attirée sur lui. Je ne savais pas comment Maëva lui avait fait son rapport après avoir échoué à récupérer les médicaments. Peut-être qu'ils en avaient juste ri. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas les avoir sans le journal. C'est trop bizarre. Demain était enfin le jour de son contrôle mensuel. Son médecin traitant, le docteur Delacroix, était un homme strict qui ne regardait que les données cliniques et les faits. La vanité de Gauthier et l'ignorance de Maëva n'auraient aucun poids dans ce cabinet. Jusqu'à présent, j'avais soigneusement choisi mes mots pour protéger la fierté de Gauthier, transmettant librement ses véritables symptômes au docteur Delacroix, sans heurter son ego. L'atmosphère dans ce cabinet restait calme uniquement grâce au classeur bleu que je tenais méticuleusement. Demain, assis sur cette chaise sans moi, Gauthier serait confronté à la réalité qu'il ne peut répondre à aucune question médicale par lui-même. Le moment où l'illusion de l'homme fort et indépendant qu'il avait construite s'effondrerait en morceaux approchait à grands pas. L'après-midi, dans l'appartement de ma fille, fut incroyablement calme. J'étais assise à la petite table du salon triant, quelques documents que j'avais apportés avec moi. Parmi eux se trouvait une vieille photocopie. C'était le récépissé de l'année dernière pour la demande de renouvellement de son ALD auprès de l'assurance maladie. Au moment où je l'ai vu, mes doigts ont cessé de bouger. La maladie de Gauthier nécessitait des thérapies spécialisées astronomiquement chères pour ralentir sa progression. Si nous n'avions pas bénéficié de cette prise en charge à 100% de la sécurité sociale et de l'excellent remboursement de notre mutuelle, les factures médicales mensuelles auraient écrasé les finances de notre foyer en un instant. C'est précisément pour cela qu'à cette époque, chaque année, j'ajustais mes horaires de travail et je courais comme une folle entre les bureaux de la CPAM, le service facturation de l'hôpital et les assurances. Avis d'imposition justificatif, de domicile formulaire d'évaluation clinique, signé par son médecin traitant attestation de droit. Je rassemblais chaque document sans omettre un seul détail et les déposais avant la date limite. Ce n'était jamais une tâche facile. Gauthier ne savait même pas que ce processus existait. L'assurance santé de mon ancienne boîte est au top niveau, donc tout est remboursé sans que je paye un centime, croyait-il sincèrement. Il ne pouvait même pas s'imaginer comment épuisé, après une garde de nuit, j'attendais dans des files d'attente interminables au guichet marchant des kilomètres sous un soleil de plomb pour obtenir les documents. Manquants. Pour lui, la quasi-inexistence de Medico n'était qu'une preuve de plus qu'il était un homme de l'élite socialement protégée. Il n'a jamais pensé à cela comme au résultat du travail acharné et désespéré de sa femme. Alors que je me remémorais le passé et m'apprêtais à jeter la photocopie à la poubelle, mon smartphone a de nouveau vibré silencieusement. Le numéro standard de l'hôpital Édouard Herriot s'est affiché. C'était l'assistante sociale, Madame le maire. « Apolline, je suis désolée de vous déranger si vous êtes occupée. C'est le maire du service social. » Sa voix manquait de son calme habituel. Elle était manifestement teintée de confusion et de tension.
Madame le maire était l'héroïne qui m'avait aidé à naviguer dans les méandres des soins à domicile et des dossiers d'aide financière pendant toutes ces années. Elle savait à quel point j'étais épuisée essayant de jongler entre m'occuper de lui et mon travail. Et c'était la bonne âme qui me répétait sans cesse: « S'il vous plaît, vous devez vous reposer. Je viens de recevoir une notification de l'accueil principal. Ils m'ont dit que vous vous étiez retiré de la liste de ses proches enregistrés. » Madame le maire choisissait ses mots très prudemment. « Pourriez-vous me dire ce qui se passe? » La date limite pour le renouvellement de son protocole de soins ALD expire la semaine prochaine. J'étais absolument certaine que vous viendriez chercher les documents cette année comme d'habitude. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé le ciel bleu par la fenêtre. Madame le maire, merci beaucoup pour tout ce que vous avez toujours fait pour nous. En fait, hier, mon divorce avec Gauthier a été finalisé. J'ai entendu Madame le maire perdre la voix à l'autre bout du fil. C'est pourquoi je ne peux pas soumettre les documents de renouvellement cette année. Veuillez adresser toutes les futures procédures administratives au patient lui-même ou à sa nouvelle compagne. Madame le maire est restée sans voix pendant un moment. En tant qu'assistante sociale en milieu médical, elle comprenait exactement ce que cette situation impliquait, mieux que quiconque. Apolline. Gauthier comprend-il ce qu'il doit faire par lui-même? La voix de Madame le maire tremblait légèrement. La date limite est dans quelques jours. S'il la rate, ses frais médicaux à partir du mois prochain lui seront facturés à taux plein sans le tiers payant ALD. Et avant toute chose, je ne peux pas m'imaginer Gauthier rassemblant tous ces documents complexes tout seul. J'ai secoué silencieusement la tête. Je savais que Madame le maire ne pouvait pas me voir, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il m'a dit que le soigner était mon devoir de base. Il m'a aussi dit qu'il n'avait plus besoin de moi parce que sa nouvelle compagne le soutiendrait désormais. Ma voix sonnait étonnamment froide et claire, même à mes propres oreilles. Alors j'ai simplement fait exactement ce qu'il a demandé. Un lourd silence est tombé sur la ligne. Elle savait exactement à quel point j'avais supporté son abus insensible et à quel point j'avais désespérément trimé pour protéger sa vie. « Quoi qu'il en soit, je comprends », a finalement dit Madame le maire. Sa voix était douce, mais pleine d'une forte détermination. « Si vous avez pris votre décision, Apolline, je n'ai absolument aucun droit de vous retenir. Vous avez sacrifié des morceaux de votre propre âme pour soutenir cet homme pendant toutes ces années. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire du fond du cœur, vous en avez fait plus qu'assez. S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire du fond du cœur, vous en avez fait plus qu'assez. » Avec ces mots, le nœud froid qui s'était formé au plus profond de ma poitrine a un peu plus fondu. « Merci. Vous m'avez vraiment aidé tant de fois, Madame le maire. » Il sera présent à son contrôle régulier demain. Le docteur Delacroix et moi travaillerons ensemble pour nous assurer que le patient comprenne pleinement la dure réalité de sa situation. Vous n'avez plus à vous en soucier, Apolline. Poussée en avant par les mots rassurants de Madame le maire, j'ai raccroché. J'ai pris la copie de la demande de renouvellement et je l'ai lentement déchirée en deux. Le son du papier qui se déchire a résonné comme une lame, coupant mes derniers attachements au passé. Mes jours passés à courber l'échine et à mendier pour la vie d'une autre personne étaient enfin terminés. À peu près au même moment, mon ex-mari Gauthier était assis dans le salon de son luxueux appartement sur le plateau de la Croix-Rousse, les bras croisés et d'une humeur exécrable. Sur la table trônait un flacon de gomme multivitaminé acheté en vente libre que Maëva avait rapporté pour remplacer les médicaments sur ordonnance qu'elle n'avait pas pu récupérer. Cette pharmacie était si désagréable. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien me donner sans le journal, et ils m'ont dit de contacter sa femme, bouda Maëva, se plaignant à Gauthier. J'ai dit que je serais ta nouvelle femme, mais elles m'ont complètement ignorée. Gauthier a ricané et a tiré Maëva par le bras. Laisse tomber. Les pharmaciennes là ont toujours été coincées. C'est une bande de femmes aigries qui s'entendaient probablement très bien avec Apolline de toute façon. Il était totalement inconscient des changements biochimiques qui commençaient déjà à faire des ravages dans son corps après avoir manqué ne serait-ce qu'une journée de médicaments. J'ai rendez-vous avec le docteur Delacroix demain. Je lui dirai simplement de transférer mes ordonnances à une autre pharmacie. C'est moi le patient. L'hôpital a le devoir d'écouter ce que je veux. Gauthier se sentait totalement victorieux. Il avait jeté sa femme acariâtre, s'était assuré les faveurs d'une maîtresse jeune et soumise, et croyait que sa vie allait devenir plus brillante que jamais. Il s'attendait à ce que la visite de demain à la clinique soit la même que toutes les autres. Une discussion rapide de 5 minutes et quelques bavardages avant de partir. Mais il ne savait toujours pas. Il ne savait pas que la femme acariâtre qu'il avait rejetée avait agi comme une puissante forteresse, le protégeant de la réalité brutalement impitoyable du système de santé français. Il ne savait pas qu'en perdant sa personne de confiance, il s'était dépouillé de sa plus grande armure, se laissant complètement exposé à une réalité froide et impitoyable.
Au moment où il ouvrirait la porte de ce cabinet demain après-midi, le château de mensonges qu'il avait construit commencerait sa chute spectaculaire. Après le dîner, Océane a sorti une petite boîte en carton du fond de son placard. Maman, ce sont des choses que j'ai jetées dans cette boîte quand tu m'as aidé à emménager. La boîte est tombée sur le sol avec un bruit sourd. Elle était scellée avec du vieux ruban adhésif. Elle était pleine de mes affaires personnelles que j'avais rapportées de chez mes parents il y a des années, mais que j'avais enfouies au fond du placard et oubliées. En ouvrant la boîte, j'ai trouvé de vieux livres de jardinage et des chutes de tissu pour le patchwork. Avant de me marier, j'adorais faire pousser de petites herbes et des fleurs sur le balcon. Passer mes dimanches matins à les arroser sentant l'odeur de la terre humide était mon meilleur moyen de déstresser. Mais après le diagnostic de la maladie de Gauthier, ce temps a complètement disparu. La terre, c'est sale. S'il y a des insectes qui entrent, ça va affecter ma santé. Un jour, Gauthier avait jeté sans ménagement mes précieux pots directement dans un sac poubelle. Je n'avais pas pu dire un mot. J'avais simplement balayé en silence la terre renversée avec un balai. Depuis ce jour, j'avais cessé de cultiver des fleurs. En soulevant les livres, j'ai regardé l'écran de mon téléphone et j'ai vu un message texte de mon ancienne belle-sœur Séverine. Séverine avait mon âge. Elle avait toujours idéalisé son frère aîné comme la fierté de la famille et se mêlait constamment de nos affaires domestiques. L'écran affichait une phrase courte « Mon frère fait pitié ». Abandonner un mari malade, même si tu es infirmière, fait de toi la pire des ordures sur terre. Au moment où j'ai vu ces mots, une épine acérée s'est enfoncée profondément dans ma poitrine. Plus que les cris, plus que les jurons. Cette courte phrase m'a déchiré le cœur. Abandonner un mari malade, même si tu es infirmière. Séverine ne savait absolument rien des nuits blanches que j'avais endurées, ni des milliers de pages de dossiers médicaux que j'avais rédigés. Il y a 5 ans, quand Gauthier avait eu une attaque massive au milieu de la nuit et avait été transporté aux urgences. J'avais appelé Séverine dans un désespoir absolu. Je l'avais supplié de rester avec lui à l'hôpital juste une nuit parce que j'avais une garde dans mon propre hôpital que je ne pouvais pas abandonner. Mais Séverine avait grogné « Je suis occupée aussi. Tu es une professionnelle de la santé. Gère ça toi-même. » Et elle avait raccroché. En fin de compte, j'avais dû courber l'échine, supplier une collègue de me remplacer et passer la nuit sur une chaise en plastique dur dans la salle d'attente. J'ai placé mon pouce au-dessus du champ de texte. « Tu ne comprends rien. Essaie de t'occuper de lui pendant ne serait-ce qu'une journée, avant de parler. » D'innombrables ripostes ont inondé mon esprit. Mes doigts tremblaient légèrement, mais j'ai effacé tout le texte. J'ai posé doucement le smartphone écran vers le bas sur la table. Maman, Océane, remarquant le changement de mon humeur, a regardé mon visage avec inquiétude. C'est tante Séverine. J'ai hoché lentement la tête. Océane s'est mordu la lèvre et a doucement couvert mon téléphone retourné avec sa main. Tu n'as pas à regarder ça, tu n'auras plus jamais à écouter les mots de ces gens-là. La chaleur de sa main s'est transmise à mes doigts froids. J'ai réalisé que c'était le fait d'essayer de me justifier et d'implorer la compréhension qui rendait la chose si douloureuse. Il n'avait dès le début aucune intention de me comprendre. Il voulait juste m'enchaîner avec des étiquettes pratiques comme épouse et infirmière pour pouvoir protéger leur propre vie confortable. J'ai relâché une profonde inspiration et j'ai souri à Océane. Tu as raison. Ils n'ont plus rien à voir avec moi. J'ai posé le livre de jardinage à côté du téléphone retourné. « Hé, Océane, tu veux aller chez le fleuriste près de la station demain? Je veux acheter une petite plante en pot pour cette chambre. » Le visage d'Océane s'est immédiatement illuminé. « Oui, allons-y. J'ai toujours voulu essayer de faire pousser un cactus ou un truc du genre. » Nos rires ont résonné dans le petit appartement. C'était le son le plus pur et le plus authentique que j'ai entendu depuis 22 ans. Libérée de la pression écrasante de porter la vie d'une autre personne, je pouvais enfin prendre une petite bouffée d'air rien que pour moi. Personne ne pourrait plus jamais me voler mes fleurs. Les mots froids de Séverine ne pouvaient plus servir de chaîne pour m'attacher. J'étais complètement et absolument libre de cette maison. Pendant ce temps, le lendemain matin, Gauthier s'est réveillé d'une humeur massacrante dans son nouvel appartement. L'horloge indiquait déjà plus de 8-0. Normalement, à cette heure, un petit déjeuner sans sel mathématiquement calculé l'aurait attendu sur la table à côté de la dose de pilules du matin séparée avec précision. Mais la table devant lui était complètement vide. « Maëva, le petit déjeuner n'est pas prêt », a appelé Gauthier en direction de la chambre. Une voix étouffée a répondu dessous la couette. « J'ai ma journée libre au spa médical aujourd'hui. Laisse-moi dormir. » Maëva lui a tourné le dos, s'enfouissant plus profondément. Gauthier a claqué la langue et est allé lui-même dans la cuisine. Il a essayé de se verser du café, mais la main qui tenait la bouilloire tremblait légèrement. Depuis la nuit dernière, il sentait une sueur froide et poisseuse sur ses paumes. Manquer un jour de médicaments ne peut pas ruiner ma santé si vite.
Il se forçait à y croire. Apolline exagérait toujours tout. Mangeant un morceau de tartine froide, Gauthier a commencé à se préparer pour sa visite de l'après-midi à la clinique. Il a sorti sa veste de marque préférée du placard et a ajusté son apparence dans le miroir. Il était soutenu par la croyance arrogante qu'il était toujours un homme énergique qui imposait le respect dans la société. Mais au moment de mettre ses affaires dans sa mallette, il s'est figé. Il ne trouvait pas sa carte de l'hôpital. Normalement, sa carte vitale, sa carte de mutuelle et sa carte de l'hôpital étaient soigneusement rangées dans une pochette bleue zippée sur l'étagère de l'entrée. Cette pochette était entièrement gérée par Apolline. Gauthier a ouvert et fermé les tiroirs avec agressivité, jusqu'à ce qu'il finisse par dénicher une vieille carte d'hôpital périmée dans son portefeuille. Il n'avait absolument aucune idée d'où se trouvaient ses documents d'assurance ou son attestation d'ALD. Peu importe, je suis un patient régulier là-bas. Ils sauront qui je suis quand ils verront mon visage. Il a fourré le portefeuille dans sa poche et a interpellé Maëva dans la chambre. « Hé, Maëva, lève-toi! On va à l'hôpital cet après-midi. » Maëva s'est assise en grognant de mécontentement. « Ugh, c'est tellement ennuyeux à l'hôpital. Allons dans ce nouveau café près de la gare quand on aura fini. » Gauthier a hoché la tête avec satisfaction. « Oui, ça me va. Mes visites se terminent toujours en 5 minutes de toute façon. » À ce moment-là, Gauthier était toujours totalement inconscient. Il n'avait aucune idée de la quantité de travail préparatoire et de coordination en coulisses qu'Apolline accomplissait avec les médecins pour s'assurer que ses visites se terminaient paisiblement en 5 minutes. Et il n'avait aucune idée que la vieille carte d'hôpital dans sa poche ne ferait absolument rien pour le protéger de la réalité brutale qui allait commencer aujourd'hui. La vie quotidienne qu'il avait peinte avec vanité était à quelques heures d'un effondrement catastrophique. « Gauthier, cette veste va incroyablement bien !» a applaudi Maëva devant le miroir du couloir. Gauthier a ajusté son col avec satisfaction, fixant son reflet. Avec son teint sain et ses vêtements sur mesure, il n'avait pas l'air d'un homme porteur d'une maladie mortelle. Il avait l'air d'un cadre crédible et aisé. « Eh bien, c'est toi qui me l'as choisi. C'est presque dommage de la porter juste pour aller à l'hôpital. » Ils ont tous les deux ri en sortant de l'immeuble. Dehors s'étendait un ciel bleu sans nuages. Pour Gauthier, cela semblait être le début parfait d'une nouvelle vie, jetant enfin le bagage déprimant nommé Apolline. Cependant, alors qu'il commençait à marcher vers la station de métro, Gauthier a ressenti une légère anomalie dans sa jambe droite. Elle semblait plus lourde que d'habitude, comme si la force nécessaire pour repousser le trottoir s'épuisait légèrement. C'était un avertissement silencieux que le fait de sauter les médicaments de la veille commençait déjà à détruire son système nerveux. C'est juste mon imagination. J'ai probablement bu un peu trop de vin hier. Gauthier a accéléré le pas et a attiré le bras fin de Maëva plus près de lui. Il croyait fermement que sa volonté pouvait vaincre l'ombre de n'importe quelle maladie. Exactement au même moment, j'étais assise à la mairie d'arrondissement. Devant moi se trouvaient les formulaires de changement d'adresse et de séparation du foyer commun. « Vos documents sont entièrement traités », a déclaré courtoisement l'employé en me remettant mes nouveaux documents d'inscription officielle. Seuls les noms d'Océane et le mien y étaient imprimés. Le nom de Gauthier Delorme n'existait plus dans mon foyer. Au moment où j'ai accepté ce seul bout de papier, le dernier nœud lourd logé au fond de mes épaules s'est dissous. La conscience que nos liens légaux étaient rompus de façon permanente a fleuri dans ma poitrine comme une joie silencieuse et profonde. En quittant la mairie, je suis allée directement à la banque. Je devais rediriger mon salaire de l'hôpital et transférer toutes mes économies personnelles du compte joint que nous avions ouvert lors de notre mariage, transférant tout sur un compte exclusivement à mon nom. Le transfert a été effectué. « Souhaitez-vous détruire les anciennes cartes de débit et les chéquiers ?» a demandé le banquier. J'ai hoché silencieusement la tête, regardant les anciennes cartes du compte joint être avalées par le destructeur industriel. J'ai poussé un immense soupir de soulagement. Gauthier m'avait laissé la gestion de toutes nos dépenses courantes dans sa totalité. Il n'avait probablement aucune idée de combien d'argent était automatiquement prélevé sur son compte chaque mois, ni combien coûtaient les charges et les primes d'assurance. Il ne connaissait probablement même pas le solde approximatif de son compte. À partir d'aujourd'hui, il devra affronter seul ses relevés bancaires. Il devra gérer tout cela lui-même, y compris les paiements astronomiques pour son traitement spécialisé. J'ai glissé ma nouvelle carte bancaire dans mon sac à main et j'ai quitté la banque. Le ciel était haut et mes pas me semblaient encore plus légers qu'hier. À 13h30, Gauthier et Maëva sont arrivés dans l'immense hall de l'hôpital Édouard Herriot. Comme d'habitude, il s'est dirigé vers la borne d'enregistrement automatique et a inséré sa vieille carte d'hôpital. Cependant, un message d'erreur rouge vif a clignoté sur l'écran « Vérification des droits d'assurance requise à l'accueil ». Gauthier a claqué la langue devant la machine sans âme. C'est tellement agaçant, cet écran n'apparaît jamais.
Il a laissé Maeva assise dans la salle d'attente et a fait la queue au bureau des admissions et de la caisse. 15 minutes plus tard, son tour est enfin arrivé. Monsieur Delorme, c'est bien cela. Aujourd'hui, nous devons vérifier votre couverture de base et nous avons besoin de l'original de votre attestation ALD pour le programme de remboursement, a déclaré l'employé de la caisse d'une voix machinale, administrative. Agacé Gauthier a sorti sa carte vitale de son portefeuille et l'a jetée sur le plateau. Ça devrait suffire. Je n'ai pas cette carte d'attestation dont vous parlez aujourd'hui, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Je suis impatient ici depuis des années. Regardez simplement dans les dossiers. Vous vous en rendrez compte. L'expression de l'employé n'a pas changé. Je suis désolé, monsieur, mais si nous ne pouvons pas vérifier vos droits, ALD, la prise en charge à 100%, ne s'applique pas. Votre reste à charge pour la consultation d'aujourd'hui et l'exécution de l'ordonnance sera facturée au tarif plein, sans le bénéfice du tiers payant. Gauthier n'en croyait pas ses oreilles. Tarif plein. Avez-vous la moindre idée du prix de mes médicaments? C'est une exigence stricte de la réglementation. Nous ne pouvons pas faire d'exception. La voix froide de l'employé a attiré les regards des patients environnants. Le visage de Gauthier a rougi et il a baissé la voix à la hâte. Très bien. D'accord. Je l'apporterai la prochaine fois. Veuillez traiter cela normalement pour aujourd'hui. L'employé a tapé silencieusement sur son clavier et a asséné un autre coup factuel. Monsieur Delorme, votre prise en charge ALD expire la semaine prochaine. Avez-vous terminé le processus de renouvellement? Le processus de renouvellement. Les mots se sont coincés dans la gorge de Gauthier. Il n'avait absolument aucune idée d'où se trouvaient ces documents, ni comment même initier ce processus. Je vérifierai ça plus tard. Gauthier s'est pratiquement enfui de l'accueil et s'est empressé de rejoindre Maeva. Maeva a levé les yeux de son smartphone, les lèvres pincées de mécontentement. Tu as mis du temps. Pourquoi l'enregistrement est-il si long? Juste un petit problème technique, a bluffé Gauthier, s'affalant lourdement sur la chaise à côté d'elle. Mais alors qu'il fixait la feuille d'orientation imprimée dans ses mains, ses doigts étaient d'un froid surnaturel. Jusqu'à aujourd'hui, il n'avait presque jamais connu de temps d'attente à l'hôpital. C'était parce qu'Apolline vérifiait toujours les heures de pointe à l'avance et réservait les créneaux absolument les plus pratiques. Pendant qu'il était assis sur les confortables canapés du hall, c'était Apolline qui gérait les disputes fastidieuses à la réception, la mise à jour de la carte vitale et la soumission des documents de la mutuelle. Il croyait que ces visites ne duraient que 5 minutes uniquement, parce qu'Apolline s'agitait en coulisses pendant plus d'1 heure avant même qu'il ne passe la porte. Maintenant que ce brise-lames invisible avait disparu, il recevait les vagues glaciales de la réalité en plein visage. 1 heure s'était écoulée. Assis sur le banc dur devant les salles de consultation, l'humeur de Maeva s'était visiblement détériorée. Pourquoi ne t'ont-ils pas encore appelé « J'ai mon jour de congé aujourd'hui » Ses plaintes tapaient sur les nerfs de Gauthier. « Sois patiente. C'est toujours comme ça dans les grands hôpitaux », a-t-il rétorqué doucement, mais son ton manquait de sa domination habituelle. Peut-être parce qu'il avait sauté ses médicaments. Sa respiration devenait visiblement plus superficielle. La sueur poisseuse sur ses paumes s'intensifiait. Médecine interne Gauthier Delorme, veuillez vous rendre en salle de consultation numéro 3. Enfin, son nom a résonné dans le haut-parleur. Gauthier a essayé de se lever, mais pendant une seconde terrifiante, ses genoux ont failli céder. Il s'est agrippé fermement à la rampe pour soutenir son poids. Désespéré de cacher sa faiblesse à Maeva. « Allons-y, Maeva !» Il a forcé un faux sourire et a poussé la lourde porte du cabinet. Mais l'atmosphère qui l'attendait à l'intérieur était complètement différente de l'environnement paisible auquel il était habitué. Assis derrière le bureau, le docteur Delacroix le perçait d'un regard d'une acuité glaciale sans précédent, et en plein centre du bureau, comme un avertissement terrifiant, reposait le familier journal bleu usé qu'Apolline avait. L'essai. Alors que Gauthier poussait la lourde porte du cabinet médical, le brouhaha bruyant de la salle d'attente a été complètement coupé. Dans la pièce blanche et stérile, flottait une faible odeur d'antiseptique clinique. L'air froid de la climatisation a effleuré les joues rougies de Gauthier. Habituellement, Apolline entrait, la première serrait la main du médecin et disait « Merci de nous recevoir aujourd'hui ». Gauthier la suivait avec une démarche assurée et détendue. C'était une routine familière dans cette pièce. Pendant qu'Apolline s'occupait de rapporter en détail les symptômes et de présenter les documents, Gauthier n'avait qu'à s'asseoir silencieusement les bras croisés. Mais aujourd'hui, la personne assise à côté de Gauthier était Maeva dans sa robe d'été vaporeuse. Assis derrière son bureau, le docteur Delacroix n'a pas tout de suite levé les yeux lorsqu'ils sont entrés.
Il gardait son regard perçant fixé sur l'écran du dossier médical électronique. Juste à côté de son clavier se trouvait le familier journal bleu des médicaments. « Bonjour, docteur. » Gauthier a forcé une voix claire et résonnante et s'est affalé lourdement sur la chaise en plastique réservée aux visiteurs. Maeva s'est assise à côté de lui faisant un léger salut désinvolte comme si elle saluait un barista. « Enchantée de vous rencontrer. À partir de maintenant, c'est moi qui l'accompagnerai. » Gauthier a touché le bras de Maeva avec un petit sourire satisfait. « Elle sera mon système de soutien à partir de maintenant. » Il voulait se vanter d'être le vainqueur qui avait conquis une nouvelle vie passionnante. Il voulait parader avec le luxe d'un homme qui a quitté sa femme ennuyeuse d'âge moyen pour une compagne belle et jeune. Elle est jeune mais très débrouillarde. Vous n'avez à vous inquiéter de rien. Cependant, l'expression du docteur Delacroix n'a pas changé d'un iota. Il a lentement levé la tête dirigeant un regard glacial directement sur Gauthier. « Je vois. Dans ce cas, allons droit au but. » Il n'y a eu aucun mot de félicitation, aucune réaction de surprise. Seule une voix hautement officielle, distante et glaciale a résonné dans la pièce. Gauthier s'est senti légèrement déçu, mais a rapidement repris son sang-froid. « Oui, veuillez simplement prescrire mes médicaments habituels. Je me sens un peu lourd aujourd'hui, mais c'est probablement juste de la fatigue. » Il minimisait délibérément son état physique. Il ne voulait pas avoir l'air d'un patient gravement malade devant Maeva. Il se disait que la sueur désagréable sur ses paumes depuis la nuit dernière n'était due qu'au manque de sommeil. Sans quitter le dossier des yeux, le docteur Delacroix a demandé d'un ton plat. « À quelle heure avez-vous pris vos médicaments ce matin ?» Gauthier s'est étouffé sur ces mots pendant une seconde. « Eh bien, en fait, je ne les ai pas pris ce matin. » « Pourquoi pas ?» Il y a eu une confusion à la pharmacie et nous n'avons pas pu récupérer le nouveau lot. Gauthier a ri légèrement de manière dédaigneuse. « Bon, manquer un jour n'est pas si grave, n'est-ce pas ?» Le bruit des frappes du docteur Delacroix sur le clavier a immédiatement cessé. Il a relâché une profonde inspiration et a concentré ses yeux froids comme la glace entièrement sur Gauthier. « Monsieur Delorme, les médicaments que vous prenez sont des immunosuppresseurs d'une importance critique conçus pour stopper la progression de votre maladie. » La voix du médecin était teintée d'une fureur silencieuse et indéniable. « Je les ai prescrits au milligramme près, en planifiant méticuleusement leur horaire pour maintenir une concentration constante dans votre circulation sanguine. » L'air dans le cabinet médical s'est immédiatement tendu sous le ton sévère du docteur Delacroix. Interrompre ce schéma sur la base de votre propre jugement d'amateur est absolument impardonnable. Avez-vous oublié que cela comporte le risque de déclencher une crise cardiovasculaire mortelle? Maeva regardait d'avant en arrière entre le docteur Delacroix et Gauthier, ses yeux grands ouverts de stupéfaction. « Docteur, vous exagérez. Je vis avec cette maladie depuis des années. Et je ne me suis jamais évanouie à cause de ça, » a bluffé Gauthier. Mais ses propres mots étaient une trahison de son passé. Il y a 5 ans, lorsqu'il a eu une attaque massive au milieu de la nuit et qu'il a été emmené par le SAMU, qu'il avait jeté dans la voiture et l'avait maintenu désespérément en vie jusqu'à ce qu'ils atteignent ce même hôpital. Le docteur Delacroix a silencieusement soulevé le vieux journal des médicaments, a tourné les pages et a demandé d'une voix basse. « Permettez-moi de vous demander, après avoir pris le nouveau médicament après le dîner que j'ai prescrit la semaine dernière, qu'est-il arrivé au tremblement de votre main droite? » Gauthier a froncé les sourcils. « Le tremblement de ma main droite. Je n'ai jamais eu de tremblement. » Il croyait fermement qu'il avait un contrôle et une conscience parfaite de son propre corps. Mais le docteur Delacroix a pointé une page spécifique du journal. « C'est écrit ici avec l'écriture de votre ex-femme. » Le médecin a lu les petits caractères à haute voix. 30 minutes après le dîner, un léger tremblement du bout des doigts de la main droite a été observé. Disparaît après 30 secondes, mais se produit depuis 3 jours consécutifs. Gauthier est resté sans voix. Il n'avait absolument pas remarqué ces changements mineurs par lui-même. Apolline observait constamment chacun de ses mouvements, qu'il regarde la télévision ou dîne. Et qu'en est-il des palpitations nocturnes? Il y a 3 nuits, vous vous êtes réveillé avec un léger essoufflement, n'est-ce pas? L'interrogatoire du docteur Delacroix ne s'arrêtait pas. Il faisait juste étouffant dans la pièce. 2h15 du matin. Respiration superficielle, sueur froide sur le front disparu après 5 minutes de massage du dos. C'est aussi dans les notes. Une goutte de sueur froide a coulé le long de la colonne vertébrale de Gauthier. Des symptômes qu'il avait écartés comme de la simple fatigue ou une mauvaise nuit. Apolline les avait tous repérés et les avait signalés au médecin comme des signes avant-coureurs. La seule raison pour laquelle il se pensait en bonne santé était qu'elle le devançait constamment écrasant les germes d'une crise mortelle,
avant même qu'ils ne puissent éclore. Maëva a bougé mal à l'aise sur la chaise à côté de lui. Gauthier, tu ne m'as jamais dit que tu avais de tels symptômes. Sa voix manquait totalement du ton léger avec lequel elle parlait d'aller au café plus tôt. Tu m'as dit que c'était en gros comme prendre des vitamines. Gauthier n'a pas pu regarder Maëva dans les yeux. Non, Apolline exagère simplement les choses dans ses notes. Il empilait désespérément les excuses. Il voulait maintenir sa vanité, protéger l'illusion qu'il était un homme fort et intouchable. Mais le docteur Delacroix était impitoyablement clinique. Il a sorti une feuille de papier vierge d'un tiroir et l'a posée sur le bureau. À propos du renouvellement de votre prise en charge ALD pour le remboursement de vos médicaments, le délai expire la semaine prochaine et nous n'avons pas encore reçu de demande pour les formulaires d'évaluation clinique. Les yeux de Gauthier se sont écarquillés. Le renouvellement. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Si vous ne bénéficiez pas de ce protocole, les médicaments spécialisés pour votre maladie vous coûteront des milliers d'euros par mois de votre poche. Le docteur Delacroix énonçait sèchement les faits. Votre ex-femme avait toujours tous les documents parfaitement préparés et déposés aux services financiers et à la CPAM à cette période de l'année. Un silence terrifiant a enveloppé le cabinet. Le seul son que Gauthier entendait était le battement rapide et paniqué de son propre cœur. La lourdeur de ses jambes, la sueur poisseuse sur ses paumes, les documents d'assurance périmés, les médicaments non gérés. Rien de tout cela n'était dû à l'alcool ou à la fatigue. C'était le début indéniable de l'effondrement de sa vie quotidienne, au moment même où sa corde de survie avait été coupée. Le docteur Delacroix a détourné le regard du dossier médical et a regardé Gauthier droit dans les yeux pour la première fois. J'ai reçu un message de l'accueil principal plus tôt. La voix du docteur Delacroix a baissé d'une octave. Votre ex-femme a officiellement déposé une demande pour être retirée de la liste de vos contacts d'urgence et révoquer son statut de personne de confiance. Gauthier a perdu la voix. Eh bien, nous sommes divorcés, donc c'est évident. À partir de maintenant, Maëva le sera. Avant que Gauthier ne puisse terminer sa phrase, le docteur Delacroix l'a interrompu froidement. Non, vous ne comprenez rien. Le docteur Delacroix a fermé doucement le dossier sur son bureau. Le petit claquement a résonné de façon inquiétante dans la pièce. À partir de ce moment, votre ex-femme n'aura absolument plus aucune implication dans votre traitement. Permettez-moi de vous expliquer exactement ce que cela signifie. Gauthier est resté figé sur sa chaise. La liberté qu'il croyait avoir acquise en apposant son sceau sur cet acte de divorce était en réalité l'acte de couper sa propre corde de survie de ses propres mains. La déclaration silencieuse du docteur Delacroix flottait lourdement dans l'air froid du cabinet médical. Gauthier a gardé un faible sourire forcé sur son visage, essayant désespérément de minimiser la gravité de ce qui se passait. « Je ne comprends pas tout à fait. C'est pour ça que Maëva est avec moi aujourd'hui. À partir de maintenant, elle va gérer mes médicaments. Il ne devrait y avoir aucun problème. » Gauthier a regardé Maëva cherchant son approbation, mais Maëva fixait le sol, refusant de croiser le regard de Gauthier. Dans sa tête, les notes vives et terrifiantes que le médecin venait de lire, à voix haute, palpitations nocturnes, tremblements résonnaient comme une sirène d'alarme hurlante. Le docteur Delacroix a regardé le faible sourire de Gauthier avec un degré de compassion absolument nul. Monsieur Delorme, la maladie avec laquelle vous vous battez n'est pas une simple affection où l'on avale une pilule et on mène une vie normale. Le médecin a tapoté le gros classeur bleu posé sur son bureau. C'était la copie du volume de journaux médicaux qu'Apolline avait accumulé au fil des années. Votre ex-femme apportait ce carnet sans exception chaque mois, dans la voix du médecin. On pouvait entendre un profond respect pour une consoeur mêlé à un mépris silencieux pour l'homme assis devant lui. Avant même que je ne puisse poser la question, elle avait déjà organisé les 30 derniers jours de vos réactions subtiles après la prise de médicaments, votre apport quotidien, en sodium, vos heures de sommeil et tout symptôme. Pré, crise, et me les présentait dans un ordre parfait. Gauthier a senti sa gorge devenir complètement sèche. C'était juste elle qui faisait des drames. Je travaillais normalement et je menais une vie normale. C'est parce que j'ai ma propre résistance physique. Vous avez complètement tort. Le docteur Delacroix a tranché brutalement l'illusion de Gauthier. La seule raison pour laquelle vous avez pu mener une vie normale est que votre ex-femme contrôlait strictement chaque aspect de votre existence quotidienne pour l'adapter à la progression de la maladie. Un silence terrifiant est tombé sur la pièce. Le docteur Delacroix a continué avec des faits impitoyables. Le fait que votre ex-femme ait révoqué son statut de personne de confiance signifie qu'il n'y a plus personne légalement autorisé à donner son consentement pour votre traitement spécialisé. À Dieu ne plaise que vous fassiez une crise massive au milieu de la nuit,
et que vous soyez transporté aux urgences inconscient. Il n'y a aucun membre de votre famille qui puisse prendre des décisions immédiates et vitales concernant vos soins. Gauthier a attrapé le bras de Maëva dans un mouvement de panique. Mais Maëva est là. Il suffit qu'elle signe. Mais le docteur Delacroix a lentement secoué la tête. Votre nouvelle compagne possède-t-elle la détermination et les connaissances médicales requises pour cela? Le regard perçant du médecin s'est déplacé vers Maëva. Madame, si Monsieur Delorme fait une insuffisance respiratoire au milieu de la nuit, pouvez-vous prendre la décision précise de quand exactement appeler le 15? Maëva a brusquement tressailli. Pouvez-vous énumérer avec précision ces 5 médicaments spécialisés actuels, leur dose exacte en milligrammes et tout l'historique des effets indésirables aux urgentistes du SAMU? Maëva était complètement sidérée. La vie dont elle rêvait, c'était le glamour avec un homme mûr, riche et influent. Elle n'avait jamais accepté la responsabilité sale et terrifiante des tremblements au milieu de la nuit, d'écouter la respiration irrégulière de quelqu'un et de décider s'il fallait appeler une ambulance. « Je ne sais rien de tout ça », a bredouillé Maëva d'une voix tremblante. Gauthier m'a dit que c'était comme prendre des vitamines. Le visage de Gauthier est devenu rouge et il a fusillé Maëva du regard. « Idiote, tais-toi, tu peux la prendre sur le tas. » Il essayait désespérément de maintenir sa façade. Il refusait d'admettre qu'il était un patient gravement malade, fondamentalement faible et incapable de survivre sans la gestion épuisante de quelqu'un d'autre. Le docteur Delacroix a soupiré profondément. Il a silencieusement fermé le dossier médical électronique sur son écran. Le petit clic de souris a été le signal absolu, marquant le début de la fin pour Gauthier. « Monsieur Delorme, nous avons terminé pour aujourd'hui », a déclaré le docteur Delacroix, sur un ton totalement bureaucratique. « Je vais émettre les ordonnances du jour. Cependant, si votre demande de renouvellement ALD n'est pas traitée à temps à partir du mois prochain, on vous facturera le coût intégral. Vous devrez décider vous-même si vous avez les moyens de continuer à payer pour ces médicaments spécialisés. » Gauthier a ouvert la bouche pour protester, mais aucune voix n'en est sortie. Les yeux froids du médecin ne le regardaient plus comme un patient à protéger, mais comme un homme stupide qui avait décidé de tourner le dos à la réalité. Le même soir, je rentrais à l'appartement avec Océane, portant la petite plante en pot que nous venions d'acheter chez le fleuriste près de la station. La simple touche de verre dans notre nouveau salon a rendu l'air un peu plus chaleureux. Alors que je commençais à préparer le dîner, mon smartphone a sonné. L'écran affichait un appel de la mère de Gauthier, Béatrice. J'ai hésité une fraction de seconde. J'ai pris une inspiration silencieuse et profonde et j'ai décroché. « Allô ? Apolline, mais pour qui te prends-tu à la fin ?» La voix aiguë et perçante de Béatrice a explosé par le haut-parleur. « Gauthier m'a tout dit. Tu as fait tes valises et quitté la maison sans permission et tu l'as forcé à signer les papiers du divorce. » La voix de Béatrice dégoulinait d'une fureur évidente et d'un ton condescendant qui me méprisait totalement. « Mon garçon souffre d'une terrible maladie et tu l'abandonnes même si tu es infirmière. N'as-tu donc aucun sentiment humain ?» Il y a 22 ans, Béatrice s'était accrochée à moi sur son lit d'hôpital pleurant et me suppliant de ne pas le quitter. Mais quelque part en cours de route, elle a commencé à traiter mon dévouement comme son droit divin absolu. Elle s'était convaincue que la seule raison pour laquelle son fils pouvait mener une vie normale malgré sa maladie incurable était simplement parce que son fils était un homme exceptionnel et remarquable. « Apolline, tu n'es plus toute jeune non plus, tu sais, » a continué Béatrice, l'air triomphant. « Gauthier a un poste prestigieux. Son salaire est fantastique. Penses-tu vraiment qu'une femme moyenne d'âge moyen comme toi puisse survivre seule après avoir quitté cette maison? » J'ai écouté en silence la tirade de Béatrice. Dans le passé, ces mots m'auraient blessée. J'aurais pu pleurer et me disputer en disant « je fais de mon mieux ». Mais maintenant, les menaces de Béatrice semblaient absurdes, presque comiques. « Béatrice », ai-je commencé. Ma voix était étonnamment calme et posée. Il est certainement vrai que le poste et le salaire de Gauthier sont fantastiques. Béatrice a ricané. « Exactement. Alors, excuse-toi immédiatement et rentre à la maison. Si tu fais ça, j'intercéderai en ta faveur. » Je l'ai interrompu et j'ai présenté les faits clairement. « Avez-vous la moindre idée de ce qu'il devra payer de sa poche pour ses traitements à partir du mois prochain ?» J'ai senti Béatrice s'étouffer sur ces mots à l'autre bout de la ligne. « Le frais médicaux. Son assurance couvre tout. » J'ai glissé mon doigt sur la nouvelle pile de documents d'état civil et financier que je venais de recevoir de la mairie. S'il ne bénéficie pas des programmes d'aide financière et du statut ALD à 100% de la sécurité sociale, que je gérais personnellement les factures pour ses perfusions spécialisées et ses examens diagnostiques, dépasseront les 9 000 € par mois, sans compter les restes, à charge. J'ai présenté les faits cliniquement. Jusqu'à présent,
J'ai sacrifié mes jours de congé pour courir entre les administrations, la CPAM et l'hôpital pour régler la paperasse. Mais maintenant, je suis une étrangère pour lui. La date limite de renouvellement expire la semaine prochaine, et je vous garantis qu'il ne sait même pas où se trouvent les formulaires. Quoi? De quoi parles-tu? Tu penses que ces menaces vont marcher sur moi? La voix de Béatrice a commencé à trembler légèrement. Ce n'est pas une menace, c'est la réalité. J'ai pris une gorgée de thé froid et j'ai expiré doucement. J'ai renoncé à mon devoir de le soutenir. S'il vous plaît, vous et sa merveilleuse nouvelle femme pouvez désormais soutenir votre fils prestigieux. Au revoir. J'ai raccroché unilatéralement et j'ai éteint l'appareil. Je ne permettrai plus jamais à un appel de cette famille de m'atteindre. Du coin de la pièce, Océane m'observait silencieusement. « Maman, ça va ?» J'ai souri doucement et j'ai hoché légèrement la tête. Oui, je n'ai plus peur de rien. Dans mon cœur s'était forgée une détermination solide et inébranlable. Je n'avais pas seulement enduré passivement leurs abus. J'avais systématiquement finalisé chaque procédure légale et administrative pour ce jour précis, me préparant à les frapper avec la réalité impitoyable de leur dépendance à mon égard comme preuve indéniable. La véritable signification de mon départ silencieux était d'infliger la punition ultime la vie quotidienne, sans moi. Pendant ce temps, Gauthier se tenait figé dans le couloir de l'hôpital après avoir quitté le cabinet. À côté de lui, Maëva était collée à son smartphone, essayant visiblement de maintenir une distance physique entre eux. Une sueur désagréable et collante s'accrochait aux paumes de Gauthier. Il ne réalisait toujours pas pleinement la situation. Ce qu'il avait vraiment perdu aujourd'hui n'était pas seulement l'enregistrement d'une personne de confiance. C'était la tranquillité d'esprit absolument irremplaçable, qui soutenait fondamentalement sa vie et son existence. Quelque chose qu'il ne retrouverait jamais au grand jamais. Le trajet de retour de l'hôpital vers le nouvel appartement s'est fait dans un silence de mort. Les pas de Gauthier dans les rues du soir étaient incroyablement lourds et entre lui et Maëva, un gouffre énorme et invisible s'était ouvert. En entrant dans le salon de l'appartement, Gauthier s'est pratiquement effondré sur le canapé. Dans sa main, il serrait le reçu de la pharmacie. Sur le papier figurait la somme de 4 500 €. C'était juste l'approvisionnement mensuel de ses médicaments. Payé sans sa couverture à 100%, Gauthier fixait ce chiffre avec une incrédulité absolue. Grâce au fait qu'Apolline s'occupait des formalités dans le passé, son reste à charge à la pharmacie ne dépassait jamais les 50 €. Maintenant, c'était 4 500. Et s'il devait inclure les analyses de sang spécialisées et l'imagerie qu'il avait ignorée aujourd'hui, ses dépenses mensuelles pourraient facilement dépasser les 9 000 €. « Hé Gauthier, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» a exigé Maëva. Sa voix était chargée de mécontentement. Dans sa main, elle tenait un énorme sac en plastique qu'elle avait rapporté de la pharmacie. À l'intérieur se trouvaient des montagnes de boîtes sur ordonnance et de plaquettes. « Comment ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois payer pour ça. »« J'ai besoin de ces médicaments pour vivre, » a grogné Gauthier, incapable de cacher son irritation extrême. « Mais si tu dois payer autant chaque mois, on ne pourra plus partir en vacances. On ne pourra même plus aller dans des restaurants chics. » Il n'y avait aucune inquiétude pour sa santé dans les mots de Maëva. Elle était complètement paniquée par la détérioration de son propre style de vie. Gauthier a claqué la langue et a arraché le lourd sac de pharmacie de la main de Maëva. Il a brusquement vidé le contenu sur la table basse. Après le petit déjeuner après-midi, après le dîner, juste avant le coucher, et des médicaments de secours aux besoins. Des boîtes et des emballages de différentes couleurs s'empilaient comme une montagne. En regardant cette montagne de médicaments, Gauthier est resté sans voix. Normalement, Apolline avait chaque pilule parfaitement triée dans de minuscules compartiments individuels, dans un pilulier en plastique qu'elle avait acheté dans un magasin bon marché. Quand il se réveillait exactement, les pilules qu'il devait prendre étaient déjà à côté d'un verre d'eau sur la table. Mais maintenant, devant lui, il n'y avait qu'un tas sans âme de boîtes en carton. Gauthier a attrapé une boîte au sommet et a regardé l'étiquette. Elle ne mentionnait que le nom pharmaceutique complexe et des instructions générales. Dans la tête de Gauthier, 3 questions énormes sont apparues. Question 1. Lequel de ces comprimés suis-je censé prendre quand les tremblements commencent dans ma main droite? Le docteur Delacroix avait précédemment souligné le tremblement de sa main, mais parmi cette énorme pile, Gauthier n'avait absolument aucune idée de quel médicament était censé. Supprimer ses effets secondaires spécifiques. Apolline ajustait l'heure des doses en fonction de ses symptômes. « Tes mains tremblent un peu aujourd'hui, alors prends cela en premier », disait-elle, prenant la décision clinique pour lui. Question 2. Où suis-je censé soumettre la demande de renouvellement ALD dont le délai expire la semaine prochaine? Et que dois-je préparer? L'avertissement du docteur Delacroix résonnait dans son crâne. S'il manquait le renouvellement, ses factures médicales seraient facturées de façon permanente à des tarifs astronomiques.
Mais Gauthier ne savait même pas quel site web de l'administration visitait Amélie, et encore moins quels documents financiers étaient requis en plus de l'évaluation clinique du médecin. Il ne savait même pas où se trouvait la porte d'entrée de ce processus. Et question 3. Si je commence à étouffer et que j'ai une attaque massive cette nuit qui dois-je appeler dans le passé, Apolline se serait réveillée immédiatement, lui aurait massé le dos et aurait pris des décisions médicales. Précise. Devait-elle appeler le 15 ou administrer un inhalateur de secours et le surveiller Gauthier ne possédait même pas les critères de base pour prendre une telle décision seule. Les mains tremblantes de Gauthier a attrapé une boîte de pilules et a regardé Maëva. « Hé, Maëva, tu as entendu les explications de la pharmacienne aujourd'hui, non? Comment je dois prendre tout ça? » Maëva a grimacé et a fait un pas en arrière. « Je ne sais pas. C'était trop compliqué. Je n'écoutais même pas. Tu n'écoutais pas. Tu as dit que tu allais me soutenir. » Gauthier a instinctivement haussé la voix. Son anxiété et sa pure terreur ont muté en colère dirigée contre Maëva. « Ce sont des choses qu'on dit, c'est tout », a rétorqué Maëva sans céder. « Je ne suis pas infirmière diplômée, je ne suis pas aide-soignante, je travaille dans un spa médical. Il est absolument hors de question que je gère une montagne de médicaments pareils. » Les yeux de Maëva étaient glacials alors qu'elle le regardait de haut. L'homme qu'elle aimait, c'était le cadre riche qui portait des costumes élégants et l'emmenait dans des restaurants luxueux, pas ce patient âgé, chroniquement malade étalant des boîtes de pilules sur la table, terrifié par une menace invisible. « C'est toi qui as dit que tu te débrouillerais très bien sans ton ex-femme. Gère ta fichue maladie tout seul. » Après ces mots, Maëva s'est retournée et entrée dans la chambre et a claqué la porte. Gauthier a été laissé complètement seul dans le salon avec la montagne de médicaments. 3 questions auxquelles personne ne pouvait répondre. C'était un rappel brutal et impitoyable de l'ampleur de la présence d'Apolline. Exactement au même moment, j'arrosais la petite plante en pot dans l'appartement d'Océane. J'ai placé la jolie plante aux feuilles arrondies, juste à côté d'un petit cactus. J'écoutais silencieusement le bruit de l'eau s'infiltrant dans la terre. « Maman, c'est quoi comme plante ?» a demandé Océane en regardant par-dessus mon épaule depuis la cuisine où elle préparait le dîner. « C'est une peperomia. On dit qu'elle est très résistante et qu'elle pousse bien, même si l'air est un peu sec. » ai-je répondu en essuyant doucement une goutte d'eau sur l'une des feuilles avec mon doigt. Ce n'était pas un exercice de funambule maintenir la vie de quelqu'un attaché à la terre. C'était simplement un moment de paix, l'observation silencieuse d'une petite vie qui grandit. Tout ce que j'avais voulu pendant 22 ans était là dans ce petit appartement. « Le dîner est prêt », a appelé Océane. Je me suis levée. Sur la table se trouvait une soupe chaude aux légumes et un pavé de saumon grillé au beurre maître d'hôtel citron et fines herbes. Ce n'était pas un repas d'hôpital insipide et censé l'imposer à un patient. C'était un dîner normal et réconfortant, sentant le beurre et les herbes. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre. Bon appétit. Au moment où j'ai pris la première bouchée, c'était si délicieux que les larmes me sont montées aux yeux. La possibilité de manger un repas cuisiné spécialement pour moi à mon propre rythme. Quelque chose d'incroyablement normal me semblait être un miracle absolu. Après le dîner, j'ai déverrouillé mon smartphone et ouvert l'application Réveil. L'écran affichait une liste de plus de 10 alarmes, méticuleusement planifiées le matin, le midi, le soir et au milieu de la nuit. Chacune d'elles était réglée pour gérer les heures de prise de médicaments de Gauthier et vérifier ses exacerbations potentielles. J'ai fait glisser silencieusement mon doigt vers la gauche, sur chacune d'elles les supprimant. Supprimer, supprimer, supprimer. À chaque alarme qui disparaissait de l'écran, je sentais comme si l'une des chaînes invisibles qui me liaient se brisait. Quand j'ai fini de supprimer la dernière, l'écran affichait simplement « Aucune alarme réglée ». J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai regardé une émission humoristique avec Océane. Nos rires ont résonné dans la pièce. Plus personne ne me crierait dessus sans raison. Ma vie m'appartenait entièrement. Pendant ce temps, cette même nuit, Gauthier était recroquevillé seul dans le salon faiblement éclairé. Maëva s'était enfermée dans la chambre et ne donnait aucun signe de vouloir sortir. Gauthier n'avait pas dîné, mais il paniquait, car il savait qu'il devait prendre ses médicaments du soir. Fixant les notes manuscrites dans le journal d'Apolline, il n'arrivait pas à comprendre comment relier ses instructions à ses symptômes actuels. Le patient ne montre pas d'anxiété, mais les palpitations nocturnes s'intensifient. Au moment où il a lu cette phrase, le cœur de Gauthier a fait un bond soudain. D'un coup, il a senti qu'il devenait de plus en plus difficile de respirer. Sa gorge s'est asséchée et une sueur répugnante est apparue sur ses mains. Était-ce le signe avant-coureur d'une crise massive ou juste une crise de panique déclenchée par la peur? Gauthier ne pouvait pas faire la différence. « Apolline » a-t-il marmonné inconsciemment le nom de son ex-femme.
Si elle avait été là maintenant, elle lui aurait massé le dos, choisi exactement la pilule de secours appropriée et l'aurait calmé. C'est bon, c'est juste de la fatigue. Mais quand il regarda autour de lui, il ne vit que des murs froids. Les mains tremblantes, Gauthier attrapa un comprimé au hasard et l'avala avec de l'eau. Il n'avait aucune idée si c'était le bon choix. Il s'est recroquevillé sur le canapé, contraint à rien d'autre que d'attendre le lever du soleil, serrant les dents dans la terreur, pur de réaliser à quel point la ligne de vie qu'il avait rejetée était lourde. Mais son désespoir ne faisait que commencer. La réalité qui l'attendait le lendemain était bien plus impitoyable. Il allait expérimenter le véritable cauchemar catastrophique de la révocation de sa personne de confiance dans la machine impitoyable du système de santé. Monsieur Delorme, sans personne de confiance autorisée qui connaît votre historique de traitement complexe, la situation est critique. Administrer des médicaments de secours puissants sans une connaissance complète des réactions de votre corps est un risque énorme. Autrefois, votre femme coordonnait cela pour nous. Les mots de l'infirmière du SAMU résonnaient froidement dans le crâne de Gauthier. Jusqu'à aujourd'hui. Sa femme était son contact d'urgence et sa mandataire légalement autorisée à approuver son traitement. Actuellement, Monsieur Delorme, vous n'avez aucun membre de votre famille enregistré qui pourrait agir en tant que garant. C'est exactement ce que signifie la révocation de la personne de confiance. Dans le traitement de maladies complexes, mettant en jeu le pronostic vital, les hôpitaux sont extrêmement vigilants face au risque énorme de responsabilité légale. S'il n'y a personne pour consentir légalement à des décisions à haut risque prises en une fraction de seconde, ils ne peuvent pas initier aveuglément des procédures cruciales. Je vois dans vos notes que vous avez une nouvelle compagne. Vit-elle actuellement avec vous? Encouragé par l'infirmière au téléphone, Gauthier s'est traîné sur le sol et a poussé la porte de la chambre. « Hé, Maëva, réveille-toi !» Mais elle n'était pas là. Le lit était défait et il ne restait plus aucune de ses affaires dans la pièce. L'armoire était à moitié vide, ne laissant qu'un faible et doux parfum flotter dans l'air. Sur la table de nuit reposait un petit morceau de papier. Je ne peux pas gérer ça. Adieu. Gauthier a écrasé le papier dans son poing. Confronté à la réalité macabre d'une maladie incurable et à la vue d'un homme mûr souffrant au milieu de la nuit, elle avait fui sans réfléchir. Elle n'aimait que l'illusion du riche cadre en bonne santé. « Il n'y a personne ici », a répondu Gauthier dans un désespoir absolu. L'infirmière régulatrice du SAMU a légèrement adouci son ton. « Dans ce cas, nous allons envoyer une ambulance. Vous devrez suivre les instructions des urgentistes quant au lieu de transport. Cependant, je ne peux pas garantir que le CHU acceptera le transfert. » La ligne s'est tue. Gauthier s'est effondré sur le sol froid de son salon sombre, contraint de s'allonger et d'attendre que sa respiration se stabilise. À quel point était-il impuissant? À quel point était-il incapable de survivre sans le soutien de quelqu'un d'autre? La réalité de son existence a transpercé tout son corps en même temps que le froid glacial du sol. En début d'après-midi, alors que sa crise s'était quelque peu calmée, Gauthier s'est accroché à son dernier fil d'espoir et a appelé l'assistante sociale Madame Lemaire. Il avait désespérément besoin d'aide pour le renouvellement de son assurance qui expirait la semaine prochaine. Mais les mots de Madame Lemaire l'ont poussé encore plus loin dans l'abîme. Monsieur Delorme, vous devez obtenir vos avis d'imposition, votre justificatif de domicile et les formulaires d'évaluation clinique du docteur Delacroix. Dans la voix de Madame Lemaire, il n'y avait pas l'empathie chaleureuse et solidaire qu'elle offrait autrefois. Vous devez apporter personnellement ces documents à l'antenne de la CEPAM pour prolonger votre protocole ALD. La date limite est mercredi prochain. Gauthier s'est pris la tête à deux mains. Vous ne pouvez pas me dire ça comme ça. Je ne suis pas en état de sortir en ce moment. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas le faire à ma place? Si le patient ne peut pas se déplacer physiquement, un mandataire légalement désigné ou un membre de la famille doit le faire, a répondu platement Madame Lemaire. Dans le passé, c'était votre ex-femme qui sacrifiait ses jours de congé pour courir entre toutes ces administrations. Nous avons pu régler tout cela efficacement uniquement grâce à ses efforts incroyablement dévoués. Gauthier a manqué de mots. Apolline faisait tout cela chaque année sans prononcer un seul mot de plainte et lui lançait des insultes affirmant que c'était son devoir. Elle dépensait une quantité inimaginable d'énergie, protégeant sa vie et ses finances en coulisses. Nous, le personnel médical et social, ne pouvons que vous guider à travers les systèmes. Nous ne pouvons pas agir comme vos substitutes dans la gestion de votre vie personnelle. Les mots de Madame Lemaire ont détruit les fondements mêmes de l'arrogance de Gauthier. Monsieur Delorme, la seule personne que vous auriez vraiment dû remercier pendant tout ce temps n'a jamais été l'hôpital ou le système d'assurance. C'était votre ex-femme. Après la fin de l'appel, Gauthier s'est effondré sanglotant bruyamment, mais il n'y avait personne pour lui tapoter le dos.
Exactement à ce moment-là, j'étais assise dans un petit café calme, loin de l'hôpital universitaire. Devant moi se trouvaient plusieurs documents préparés par mon avocat. Avec cela, le partage des biens et la séparation des retraites sont entièrement finalisés. Le montant qui vous est légalement dû sur vos comptes conjoints a été viré directement sur votre compte personnel. En entendant la voix calme de mon avocat, j'ai hoché profondément la tête. Merci beaucoup. Grâce à vous, je peux commencer une nouvelle vie en toute sécurité. J'ai pris une gorgée de thé noir chaud. Le brouillard dans mon cœur s'était complètement dissipé, laissant une paix incroyablement tranquille. Vous avez pris une décision extrêmement sage, Apolline, a déclaré l'avocat en glissant les documents dans sa mallette. Compte tenu de son état, votre ex-mari aura bientôt besoin de soins intensifs 24 heures sur 24. Si vous étiez resté marié par culpabilité mal placée, vous auriez été légalement et financièrement lié à lui en tant qu'aidante pour le reste de sa vie, en raison de l'obligation de secours entre époux. Vous auriez tout perdu. Je regardais par la fenêtre les gens qui passaient. Je n'étais pas partie en silence, et je n'avais pas signé les papiers du divorce sans me battre pour une pension alimentaire parce que je fuyais. C'était le mécanisme de défense le plus calculé, silencieux et infaillible pour rompre de façon permanente tout lien légal avec lui. J'avais accéléré les formalités alors qu'il était ivre de l'illusion de sa nouvelle romance, m'assurant qu'au moment où il réaliserait la vérité, il serait légalement incapable de m'entraîner au fond avec lui. C'était ma décision finale après 22 ans passés à être traitée comme une domestique médicale non rémunérée. Maman, c'est fait. La porte du café s'est ouverte et Océane est entrée avec un sourire radieux. Oui, je viens de terminer. Merci d'avoir attendu. Nous avons marché bras dessus, bras dessous dans la rue, commerçante achetant des courses pour le dîner, riant de choses stupides et banales. Une belle vie quotidienne normale que je chérissais maintenant plus que tout au monde. Cette nuit-là, Gauthier était recroquevillé seul dans son appartement vide. Que ce soit l'effet secondaire de mauvaises pilules ou la progression de la maladie, son corps ne cessait de trembler. De ses mains tremblantes, il ouvrit le vieux journal des médicaments qu'Apolline avait laissé. Il cherchait désespérément la moindre indication sur ce qu'il devait prendre. Alors qu'il tournait les pages, une feuille volante est tombée. C'était une note qu'Apolline avait préparée pour la remettre au docteur Delacroix lors du prochain rendez-vous. De son écriture soignée, il était écrit « Le patient est complètement inconscient de la chose, mais de nouveaux symptômes ont commencé à apparaître cette semaine. Je soupçonne que c'est le signe que la maladie passe au stade suivant. » Gauthier eut le souffle coupé. Passe au stade suivant. C'était la cruelle réalité que personne ne voulait connaître et une réalité qu'il ne pouvait absolument pas affronter seul. La seule raison pour laquelle il avait pu jouer à l'homme fort était qu'Apolline absorbait toute cette terreur elle-même le protégeant pour qu'il n'ait jamais à y faire face. Le regard de Gauthier tomba sur l'existence du classeur bleu sous cette note. C'était la copie originale du vrai dossier médical qu'Apolline avait tenu pendant 22 ans. La pile ultime de preuves qu'il devrait affronter demain dans le cabinet du docteur Delacroix. C'est le véritable dossier de votre vie, n'est-ce pas? La voix grave de Delacroix résonna dans le silence de mort du cabinet médical. Au centre du bureau trônait le gros classeur bleu. C'était le journal original de 22 ans qu'Apolline avait envoyé à la clinique hier. Le lendemain après-midi, Gauthier avait rampé jusqu'à la salle d'attente de l'hôpital universitaire. Maëva n'était nulle part. Après avoir laissé ce mot la nuit dernière, elle avait complètement disparu. Sans famille sur qui compter et sans personne à appeler, Gauthier avait pris un taxi tout seul pour arriver ici. À chaque respiration, un sifflement nauséabond résonnait dans sa poitrine. Il ne pouvait même pas marcher droit sans se tenir à la rampe dans le couloir. Assis sur les chaises de la salle d'attente, regardant autour de lui, Gauthier finit par réaliser quelque chose. Une femme poussant un fauteuil roulant. Une fille tenant une pile de papiers d'assurance guidant son père. Partout où il regardait, il y avait des patients s'accrochant désespérément à la vie avec le soutien physique de quelqu'un qui les aimait. Jusqu'à aujourd'hui, Gauthier regardait ces gens de haut. Je ne suis pas comme ces malades invalides. Je marche par mes propres moyens. Je suis un homme fort qui réussit dans la société. Mais c'était uniquement parce qu'Apolline portait tout le fardeau écrasant sur son dos cachant la réalité de sa maladie à ses yeux. Jeté à l'air libre sans rien pour le protéger, Gauthier était la personne la plus pitoyable et impuissante de toute cette salle d'attente. Quand on appela son nom et qu'il entra dans le cabinet, son visage avait la couleur de la cendre. Le docteur Delacroix ne semblait pas surpris de le voir dans cet état. Il savait exactement ce qui arrivait à un patient lorsque la gestion des médicaments échoue et que la panique s'installe. « Monsieur Delorme, que s'est-il passé ?» La question bureaucratique du médecin fit trembler les lèvres de Gauthier. « Elle a fui dès qu'elle a su à quel point ma maladie était grave. »
Il essaya de rire avec autodérision, mais les muscles de son visage ne firent que tressaillir. « Docteur. » Delacroix ne dit pas un mot. Il posa simplement sa main sur le classeur bleu sur son bureau. « Votre ex-femme m'a confié la copie originale de ceci. » Le médecin ouvrit lentement la couverture. Les bords du classeur étaient effilochés par des années d'utilisation. Les pages gonflées par les notes adhésives. « Monsieur Delorme, vous croyez sincèrement que vous réprimiez votre maladie grâce à votre propre force de volonté et votre endurance physique, n'est-ce pas ?» Dans les yeux du docteur Delacroix se reflétait l'impitoyable vérité. Mais si vous regardez ce dossier, vous verrez à quel point c'était comiquement illusoire. Le médecin ouvrit une page spécifique contenant des notes datant de 10 ans. C'était à peu près au moment où il avait été promu vice-président des ventes et volait à travers tout le pays. Gauthier retint son souffle. À l'époque, il se vantait de pouvoir guérir sa maladie par le courage et rentrait ivre presque chaque nuit. Il voulait prouver à tout le monde et à Apolline qu'il était un homme fort et intouchable. Fortes palpitations et transpiration excessive observée. Le patient insiste sur le fait que ce n'est que l'alcool, mais c'est clairement un effet secondaire. À partir de demain, réduire le sodium dans son petit déjeuner à 0 et retarder les médicaments du matin de 30 minutes pour observation. C'est l'écriture soignée de votre ex-femme, lut le docteur Delacroix à haute voix, pour protéger sa fierté. Docteur Delacroix, je dois masquer fortement l'absence de sel avec des bouillons d'herbe pour qu'il ne se rende pas compte qu'il suit un régime strict sans sodium. Gauthier se figea sur sa chaise. Les repas dont il se plaignait en criant « Cette nourriture n'a absolument aucun goût ». Apolline passait ses nuits à chercher des recettes et des heures à cuisiner des bouillons pour cacher le fait qu'elle lui sauvait activement. La vie, à travers son alimentation. Des notes d'il y a 5 ans. Le docteur Delacroix tourna impitoyablement la page. La nuit où il avait été transporté aux urgences. Le lendemain matin, il en avait ri en disant « C'est juste du surmenage. Après une sieste, j'irai bien. » Une sueur dégoûtante coulait sur le front de Gauthier. Explication du médecin. Le patient était à un cheveu d'un événement cardiovasculaire mortel. Comme le patient est incapable d'accepter la réalité, je lui transmettrai progressivement la gravité de son état. Je le protégerai pour qu'il ne tombe pas dans le désespoir. Je le protégerai absolument. Au moment où il vit ces mots, une douleur aiguë et perçante, comme si un clou s'enfonçait dans sa poitrine, déchira Gauthier. Apolline comprenait tout. Sa vanité, son arrogance, sa fausse bravoure. Elle avait tout accepté. Elle comprenait sa terreur pitoyable et cachée face à la maladie mieux que quiconque, et s'était volontairement traînée dans la boue pour le protéger, afin qu'il puisse continuer à vivre dans son illusion d'être un homme. Fort. Monsieur Delorme. Le docteur Delacroix ferma le classeur. Ce son portait le poids de la négation totale de l'existence passée de Gauthier. Vous n'avez jamais combattu votre maladie. Les mots du médecin fendirent l'air glacial du cabinet. Celle qui a combattu votre maladie, c'était votre femme. Vous avez simplement vécu dans la bulle stérile qu'elle avait construite pour vous voulant sur votre propre force. Gauthier se couvrit le visage de ses 2 mains. Me soigner est ton devoir. Tu es infirmière. Tu as l'habitude de ça. Les innombrables insultes qu'il lui avait lancées lui revenaient maintenant comme une grêle de flèches empoisonnées et terrifiantes. Ce qu'il avait joyeusement rejeté au nom de la liberté n'était pas seulement une épouse. Il avait rejeté sa propre vie. Et j'ai une autre nouvelle brutale pour vous. Le docteur Delacroix regarda les derniers résultats de laboratoire devant lui, exactement comme la note d'Apolline l'avait prédit la nuit dernière. Le changement final que Gauthier n'avait pas remarqué ravageait son corps. Votre maladie est passée au stade suivant. Gauthier releva la tête. Au stade suivant. Jusqu'à présent, vous vous en sortiez à la maison uniquement grâce à la surveillance intensive 24 heures sur 24 de votre ex-femme. Le docteur Delacroix rendit son verdict sans l'ombre d'une compassion. Mais vous n'avez plus d'aidant. Omettre des médicaments ou abandonner les restrictions alimentaires entraînera des conséquences mortelles immédiates. Les soins à domicile vivre seul n'est plus une option pour vous. La vision de Gauthier s'assombrit complètement. Alors, que dois-je faire? Vous devez être admis dans un établissement de soins de suite. Le médecin fit une pause. Cependant, les lits de l'hôpital Édouard Herriot sont strictement réservés aux patients en phase aiguë. Nous ne pouvons pas admettre pour un séjour de longue durée un patient qui n'a absolument aucun soutien familial. Vous devrez trouver un hôpital de transfert ou entrer dans un EHPAD médicalisé ou une clinique spécialisée. Un EHPAD. Ces mots frappèrent le crâne de Gauthier comme une masse. Il y a quelques jours à peine, il croyait entamer une nouvelle vie merveilleuse avec sa jeune maîtresse célébrant sa liberté ultime. Maintenant, il était un homme vieillissant.
seul gravement malade, abandonné par sa famille, condamné à l'institutionnalisation, et la seule et unique cause de tout cela était sa propre arrogance sans pareille. Afin d'initier les protocoles de transfert ou de placement en institution, nous avons besoin d'un garant légalement autorisé, a poursuivi le docteur Delacroix sur les faits administratifs. Y a-t-il un proche que vous pouvez contacter? Un proche. Le visage de sa sœur Séverine traversa l'esprit de Gauthier, mais il savait mieux que quiconque qu'elle ne s'occuperait jamais de lui. Elle n'avait cru qu'en son faux personnage l'utilisant comme une raison de se vanter d'avoir un frère aîné qui réussissait. Il ne restait qu'une seule personne. La main tremblante de Gauthier attrapa le smartphone dans sa poche. Sa fille Océane. Il n'y avait aucune chance qu'elle pardonne jamais à un père qui avait jeté sa mère pour parader avec une maîtresse. Mais en ce moment, Gauthier n'avait littéralement rien d'autre à quoi s'accrocher. « Je vais appeler ma fille. » Poussant les mots hors de sa gorge enrouée, Gauthier se traîna hors du cabinet. En arrivant dans le couloir, les conversations des autres patients résonnaient comme des événements provenant d'un univers complètement différent. S'effondrant sur un banc dans la cour de l'hôpital, Gauthier déverrouilla l'écran de son smartphone, fixant le nom d'Océane. Des larmes de regret absolu coulèrent de ses yeux, mais ces larmes ne pouvaient l'aider en rien. D'un doigt tremblant, il appuya sur le bouton d'appel. La sonnerie résonna de façon vide dans la cour silencieuse. Une sonnerie 2-3. La terreur qu'elle ne réponde jamais faisait battre son cœur à tout rompre. Puis, après la 4e sonnerie, l'appel a été établi. « Allô ?» La voix qui sortit du haut-parleur était d'un froid glacial et extrêmement basse. C'était sa fille. Gauthier n'avait aucune idée à quel point la dernière ligne de vie qu'il essayait de saisir allait le rejeter brutalement. La voix venant du téléphone était d'un calme et d'un froid choquant. Gauthier frissonna dans le vent froid de la cour et pressa le téléphone plus fort contre son oreille. « Océane, c'est papa. Je suis à l'hôpital maintenant et... » Gauthier ne savait pas comment commencer. L'autorité absolue qu'il exerçait autrefois comme patriarche de la maison avait complètement disparu. « Je sais que maman est partie, et en fait Maëva aussi m'a quitté aujourd'hui. » Gauthier essaya de jouer la victime adoucissant sa voix. « L'hôpital me dit que je suis dans le pétrin parce que je n'ai pas de garant légal. Océane, pourrais-tu trouver un peu de temps et juste? Tu me demandes de remplacer maman? » La voix glaciale d'Océane l'interrompit. Dans son ton, il n'y avait pas de colère, mais un dégoût profond et absolu. « Non, ce n'est pas ça. J'ai juste besoin que tu signes quelques papiers et que tu m'aides avec quelques démarches administratives. »« Papa, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas ?» Océane laissa échapper un petit soupir las. « Tu pensais vraiment que je ne connaissais pas le classeur bleu de maman ?» Le cœur de Gauthier bondit dans sa gorge. « Tu pensais que je ne savais pas comment maman veillait terrifiée en te massant le dos chaque fois que ta respiration devenait bizarre au milieu de la nuit ?» Chaque mot prononcé par Océane frappait la poitrine de Gauthier comme une lourde. « Pierre, tu t'es toujours vanté d'être un homme fort. Tu as qualifié ses soins de devoir et tu ne l'as jamais remercié. » Gauthier manqua de mots. Sa fille l'avait observé pendant tout ce temps. Elle avait regardé son père se pavaner dans la maison jouant les importants, tandis que sa mère épuisait son corps et son âme pour le maintenir en vie en coulisses. « Tu n'as pas combattu la maladie, papa. Tu étais juste protégé par maman. » C'était la même vérité brutale que le docteur Delacroix venait de lui asséner dans le cabinet. « Océane, je t'en supplie. Tu es la seule personne qui me reste. » Gauthier jeta enfin les restes de sa fierté et supplia presque, mais la détermination d'Océane était inébranlable. « Je ne veux plus jamais que maman soit sacrifiée pour toi, et je n'ai absolument pas l'intention de sacrifier ma propre vie juste pour protéger ta vanité. » C'était un rejet silencieux et absolu. « Ne nous contacte plus jamais. » L'appel fut coupé par un bip électronique sans âme. Gauthier s'effondra sur le banc de la cour. La confiance et l'amour de sa propre fille qu'il avait activement détruit au fil des ans avaient également disparu. De ses doigts tremblants, Gauthier fit défiler ses contacts pour la dernière fois. La seule personne qui restait était sa sœur Séverine. Peut-être le regarderait-elle encore avec admiration comme son frère aîné à succès et le sortirait-elle de ce pétrin. S'accrochant à une dernière étincelle d'espoir, il appuya sur le bouton d'appel. « Oh Gauthier, que se passe-t-il? Tu appelles rarement. » Après quelques sonneries, la voix joyeuse de Séverine résonna. Gauthier expliqua rapidement la situation. Il avait finalisé son divorce avec Apolline. Sa maîtresse s'était enfuie et l'hôpital le forçait à entrer dans un établissement médicalisé, ce qui signifiait qu'il avait désespérément besoin d'un garant légal. « Oh, Apolline a divorcé, quelle femme sans cœur !» Au début, Séverine feignit l'indignation prenant le parti de Gauthier. « Abandonner mon frère malade. Incroyable. Je vais lui dire 2 mots. »« Non, je ne peux même plus contacter Apolline. » Et paniqua Gauthier. « Plus important encore, Séverine, s'il te plaît, seras-tu ma garante?
L'établissement ne m'acceptera pas sans la signature d'un membre de la famille. Au moment où elle entendit ces mots, l'air à l'autre bout de la ligne devint d'un froid surnaturel. Garante, attends une minute, Gauthier. Le ton joyeux avait complètement disparu de la voix de Séverine. Mon attestation ALD a expiré, donc les médicaments seuls peuvent coûter 9 000 € par mois sans la prise en charge. De plus, quelqu'un doit gérer le calendrier des pilules et être le contact d'urgence en cas d'exacerbation. Je ne peux pas y arriver tout seul. Lorsque Gauthier présenta la vérité sincère, Séverine laissa échapper un gémissement de dégoût flagrant. « Tu plaisantes. J'ai ma propre vie. Je n'ai pas les moyens de payer des milliers d'euros pour toi. Je paierai avec mes économies. J'ai juste besoin que tu signes les papiers et que tu sois le contact d'urgence. » Pas question. Je ne vais pas me faire réveiller par des appels de l'hôpital au milieu de la nuit. Les mots de Séverine étaient exactement cette réalité brutale que Gauthier forçait Apolline à endurer depuis des décennies. En plus, c'est entièrement de ta faute si tu as traité Apolline comme une moins que rien, n'est-ce pas? Gauthier n'en croyait pas ses oreilles. C'est toi qui as toujours dit du mal d'Apolline? Tu l'appelais l'épouse inutile? Je disais ça juste parce que tu le disais tout le temps, alors j'étais juste d'accord avec toi, a rétorqué Séverine, sans l'ombre d'une culpabilité. Écoute, je suis très occupée en ce moment, alors je dois y aller. Débrouille-toi, tout seul. L'appel s'est brusquement coupé et l'écran s'est éteint. Gauthier était maintenant complètement absolument seul. La seule raison pour laquelle les gens autour de lui l'avaient un jour traité comme un homme respecté n'était pas parce qu'il avait une valeur inhérente. C'était parce qu'Apolline le protégeait de toutes les responsabilités sales et lourdes les cachant au monde. L'armure de vanité qu'il portait avec tant de fierté s'était désintégrée en poussière au moment où Apolline avait disparu. Il ne restait plus qu'un homme malade, impuissant et vieillissant, pour lequel personne ne voulait prendre la responsabilité. Exactement à ce moment-là, j'étais assise dans l'appartement d'Océane, buvant un thé chaud après le dîner. À la télévision passait une émission humoristique, remplissant la pièce de rire joyeux. Soudain, mon smartphone sur la table a bourdonné. Un numéro non enregistré s'est affiché à l'écran. J'ai gardé les yeux sur l'écran et j'ai pris une gorgée de thé. Je n'avais pas besoin de répondre pour savoir qui appelait. C'était probablement Séverine. Gauthier avait dû la supplier de l'aider. Et maintenant, elle appelait pour essayer de rejeter toute la responsabilité sur moi. Dans le passé, j'aurais répondu au téléphone, tremblante obligée de supporter sa colère injustifiée. Mais j'ai simplement glissé mon doigt sur l'écran et appuyé sur bloquer l'appelant. « Quelque chose s'est passé, maman ?» a demandé Océane curieuse. « Oh, rien, juste un appel indésirable. » J'ai souri et détourné le regard vers la télévision. Personne de cette famille ne menacera plus jamais ma vie quotidienne. J'avais complètement repris ma propre vie, l'endroit le plus sûr au monde. Avant que la nuit ne tombe tout à fait, Gauthier a traîné ses jambes lourdes vers son nouvel appartement. Il a ouvert la porte, mais aucun son ne l'a accueilli. Le salon sombre était glacial. L'air était stagnant. Sur la table basse, la montagne de flacons de pilules qu'il avait violemment renversée la nuit précédente était exactement comme il l'avait laissée. Pas de dîner qui l'attendait. Personne pour lui demander comment il se sentait. Gauthier s'est effondré sur le canapé. Chaque fois qu'il respirait, une douleur sourde explosait dans sa poitrine et les tremblements dans sa main droite étaient bien pires qu'hier. Avec des doigts tremblants, il a essayé de rassembler les boîtes de pilules éparpillées, mais il n'avait toujours aucune idée de quoi prendre, quand le prendre ou quelle quantité prendre. Sa corde de survie avait été coupée de ses propres mains il y a longtemps. Face à la vérité brutale cachée derrière son ego, Gauthier ne pouvait rien faire d'autre que trembler dans la terreur de la nuit à venir. Dans la pièce sombre et silencieuse, la seule chose sur laquelle il pouvait compter était sur le point d'émettre un son impitoyable. Bip bip, l'heure de tes médicaments. L'alarme électronique robotique a résonné dans le salon complètement noir. Il était 20 et 0. L'alarme de médication réglée sur le smartphone de Gauthier. C'était l'une des innombrables alarmes qu'Apolline réglait de manière obsessionnelle pour qu'il ne manque jamais une dose. Gauthier est resté recroquevillé sur le canapé, soulevant le smartphone d'une main tremblante. Sur l'écran, il était écrit « Médicaments du soir. En cas de palpitation, ajoutez l'inhalateur de secours. » Mais juste devant lui se trouvait la montagne intacte de boîtes de la pharmacie. Il n'avait aucune idée de quelle boîte contenait son médicament du soir et laquelle était la pilule de secours. La lecture des étiquettes sur les boîtes ne lui donnait que des noms pharmaceutiques compliqués. Il n'avait aucune idée de la façon de les faire correspondre à ses symptômes actuels. Sa respiration est devenue haletante et son cœur battait violemment dans sa poitrine, à un rythme irrégulier. Gauthier a déchiré une plaquette et a attrapé un comprimé blanc. Dès qu'il l'a porté à sa bouche, avec un verre d'eau, l'avertissement glacial du docteur Delacroix a flashé dans son esprit.
Interrompre ou modifier ce schéma sur la base de votre propre jugement d'amateur comporte le risque de déclencher une crise cardiovasculaire mortelle. Gauthier s'est figé. Et si c'était la mauvaise pilule? Et si cette seule pilule était celle qui imposait une charge mortelle à son cœur déjà affaibli? Une terreur absolue a coulé dans ses veines. Gauthier a recraché la pilule à moitié dissoute sur le tapis. Étouffement, sifflement, ça fait mal à l'aide. Que quelqu'un choisisse la bonne pilule pour moi. Fixant la pilule blanche qui se dissolvait sur le sol, Gauthier réalisa qu'il était dans une impasse totale. L'argent et le statut ne pouvaient pas le sauver maintenant. Ce dont il avait désespérément besoin, c'était d'un allié absolu. Quelqu'un qui comprenait sa vie mieux que lui-même et qui la gérait gratuitement sans rien demander en retour. Et il avait rejeté ce seul et unique allié, la qualifiant de fardeau. Gauthier a rampé sur le sol attrapant désespérément son smartphone. Il a fait défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le nom d'Apolline. Il n'y avait plus de fierté ni de vanité. La supplier était la seule façon de survivre. Il a appuyé sur le bouton d'appel et une longue sonnerie a retenti. Elle ne va peu être pas répondre. Elle m'a probablement bloqué. La sueur du pur désespoir coulait sur le visage de Gauthier. Mais après la 5e sonnerie, l'appel a été établi. Oui, c'était la voix d'Apolline incroyablement calme et d'une douceur troublante. « Apolline, c'est moi. S'il te plaît, aide-moi » a crié Gauthier. Sa voix se brisait en un sanglot rauque et pitoyable. « Je ne sais pas quelle pilule prendre. Je ne sais pas quoi faire avec l'hôpital demain. Je ne sais rien. Maëva m'a quitté. » À l'autre bout du fil, il y avait un silence de mort. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait pas l'air paniquée. C'était juste un silence. J'avais tellement tort. Je suis tellement désolée d'avoir dit que prendre soin de moi était ton devoir. Je t'en prie, reviens. Je ne peux pas survivre sans toi. Gauthier pleurait, implorant le pardon. Après une longue pause, Apolline a parlé d'une voix fantomatiquement douce. « Je ne t'ai jamais abandonné. » Cette seule phrase a fait s'arrêter la respiration de Gauthier. Pendant 22 ans, peu importe à quel point tu refusais de me remercier, peu importe combien de fois tu appelais ça mon devoir, je ne t'ai jamais abandonné dans la maladie. La voix d'Apolline était cristalline. Mais tu m'as abandonné en tant que ta femme il y a très longtemps, n'est-ce pas? Gauthier ne pouvait pas discuter pour protéger son illusion d'être un homme fort luttant contre la maladie. Il avait ignoré la souffrance de sa femme et chassé une femme plus jeune. Et ce passé se dressait maintenant devant lui comme un mur puissant et impénétrable. Si tu as besoin d'un soutien médical, consulte les assistantes sociales de l'hôpital ou l'EHPAD local. Toutes les informations dont tu as besoin sont écrites dans ce classeur bleu, a déclaré Apolline, transmettant ses ultimes et absolus adieux. Mais je n'inclurai plus ma vie dans ton plan de traitement. Adieu, Gauthier. Pip, 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 pip. Le signal de déconnexion sans âme a résonné dans la pièce. Tenant toujours le téléphone à son oreille, Gauthier a poussé un cri silencieux. Apolline ne s'était pas vengée. Elle avait simplement rendu la responsabilité qu'elle portait à son propriétaire légitime. Prends la responsabilité de ta propre vie. Cette réalité tout à fait évidente était un enfer bien pire que n'importe quelle punition pour Gauthier. À ce moment-là, je suis sortie sur le balcon de l'appartement d'Océane, laissant la brise nocturne m'envelopper. Même après avoir raccroché, mes mains ne tremblaient pas. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse, ni joie triomphante de la victoire. Je ressentais seulement un profond soulagement d'avoir enfin terminé une garde incroyablement épuisante qui durait depuis des décennies. « Maman, tu vas attraper froid. » Océane m'a doucement posé un gilet sur les épaules. Je me suis tournée vers elle et j'ai souri doucement. Merci, mais curieusement, je ne ressens pas du tout le froid. Un beau demi-lune était suspendu dans le ciel. Je pouvais imaginer à quel point il souffrait en ce moment dans cet appartement. Si j'allais le voir, je pourrais facilement le sauver, mais je ne bougerais plus jamais. Si je le sauvais, il comprendrait simplement de travers et penserait « Elle est revenue parce que je suis un homme de valeur » et je redeviendrais immédiatement une machine pratique pour le maintenir en vie. J'avais complètement lâché sa main pour pouvoir, enfin, vivre ma propre vie. Le lendemain matin, Gauthier a été trouvé inconscient sur le sol de son appartement par le syndic de l'immeuble. Le gardien était venu frapper pour un problème de paiement et avait remarqué que quelque chose n'allait pas par la fenêtre entr'ouverte. Le SAMU a été appelé. Mais lorsque les urgentistes sont arrivés, c'était le chaos total. Gauthier perdait et reprenait connaissance, totalement incapable de nommer les médicaments qu'il prenait. La table basse n'était qu'un désordre éparpillé de boîtes de pilules non ouvertes. Quand ils ont demandé un contact d'urgence, il a marmonné en boucle « Il n'y a personne ». Trouver un hôpital qui l'accepte s'est avéré incroyablement difficile.
Un patient atteint d'une maladie rare et complexe, avec des antécédents de traitement inconnus, une mutuelle périmée, et absolument aucun membre de la famille disponible pour donner son consentement. Dans l'ambulance hurlante sombrant dans l'obscurité, Gauthier ne pouvait penser qu'à une seule chose. Quand Apolline était là, ça n'arrivait jamais. Même lorsqu'il avait eu une crise massive, elle avait tout préparé, donnait des instructions précises aux ambulanciers, et l'hôpital l'acceptait immédiatement. Cette vie quotidienne parfaitement fluide était un miracle absolu qu'elle orchestrait en coulisses. Comment ai-je pu être aussi incroyablement stupide? Ivre de liberté, il avait chassé la gardienne qui le gardait en sécurité dans sa cage et s'était jeté sans défense dans la nature pleine de bêtes sauvages. Le son de la sirène de l'ambulance s'est évanoui. La vision de Gauthier a lentement sombré dans l'obscurité totale. Il avait enfin compris en payant de sa propre vie que la femme acariâtre qu'il avait regardée de haut pendant 22 ans était en réalité son Dieu absolu et incontesté. La vision de Gauthier a lentement commencé à se concentrer. Un plafond blanc inconnu légèrement jauni, une odeur forte et bon marché, d'antiseptique d'hôpital générique. Du lit à côté de lui, il a entendu la toux lourde et grasse d'un étranger. Ce n'était pas la chambre privée propre et silencieuse de l'hôpital Édouard Herriot à laquelle il était habitué. C'était une salle bondée et bruyante de 6 personnes dans un hôpital public périphérique, séparé seulement par de minces rideaux. Dans ses bras étaient plantées plusieurs perfusions et une douleur sourde l'a transpercé lorsqu'il a essayé de bouger. « Vous êtes réveillé. » Un jeune médecin épuisé a tiré le rideau et l'a regardé de haut. C'était un visage qu'il ne reconnaissait pas. Pas un médecin traitant complaisant et courtois comme le docteur Delacroix, qui le traitait avec des soins VIP. « Où suis-je » a croassé Gauthier. « Aux urgences d'un hôpital de secteur. Vous avez été amené la nuit dernière après que le syndic de votre immeuble ait appelé le 15. » Le jeune médecin n'a pas levé les yeux de sa tablette répondant d'une voix monotone. Vous l'avez échappé belle parce que vous avez sauté vos médicaments spécialisés. Vous étiez à 2 doigts d'une insuffisance cardiaque totale. Les mots du médecin ont glacé Gauthier. Transférez-moi au CHU Édouard Herriot. Je suis un patient régulier là-bas. Gauthier a désespérément essayé d'émaner de l'autorité, mais sa voix n'avait aucune force. Le jeune médecin lui a jeté un regard glacial. Impossible. Nous avons contacté le CHU, mais ils ont refusé le transfert parce que vous n'avez pas de mandataire légal pour consentir à l'admission. Cette réalité a écrasé la poitrine de Gauthier. Nous sommes un centre de soins aigus. Dès que votre état se sera stabilisé, nous devrons vous faire sortir immédiatement. Cependant, il est physiquement impossible pour vous de vivre seul dans votre état actuel. Vous devrez trouver un établissement de transfert ou entrer dans un EHPAD public. Le médecin a jeté la vérité brutale et s'est éloigné rapidement. Gauthier restait paralysé, fixant le plafond sale. Il n'était plus un homme de statut méritant un traitement de faveur de la part de la société. Il était juste un patient âgé et encombrant sans famille. Cette réalité a détruit les derniers vestiges de son âme arrogante. Un instant plus tard, une femme plus âgée en tenue administrative s'est approchée de son lit. Elle portait un porte-bloc avec plusieurs documents. « Monsieur Delorme, avez-vous une minute ?» La voix de l'administratrice était polie, mais ses yeux étaient totalement dépourvus de chaleur. « Monsieur Delorme, votre participation au protocole ALD de la Sécurité sociale a expiré. Le transport et les soins d'urgence ont été pris en charge. Mais le coût de la poursuite de votre traitement avec vos médicaments spécialisés de votre propre poche s'élèvera désormais à des dizaines de milliers d'euros par mois, sans l'attestation à 100%. Avez-vous quelqu'un pour financer cela ? » Pour une seule nuit de soins d'urgence, on lui présentait une facture qui dépassait de loin ses pires cauchemars. « Attendez, j'ai une prise en charge approuvée et le renouvellement de la sécurité sociale a balbutié Gauthier. » Sa voix tremblait. L'administratrice a secoué la tête silencieusement. « Vos droits au remboursement à 100% ont expiré la semaine dernière, car la demande de renouvellement n'a pas été traitée. Nous n'avons d'autre choix que de facturer cela au tarif standard sans tiers payant. » Le processus de renouvellement, celui qu'Apolline gérait toujours parfaitement, visitant silencieusement les bureaux de la CPAM et passant des appels interminables sans une seule plainte. Nous nous attendons à ce que votre facture finale augmente considérablement d'ici votre sortie. Avez-vous un proche qui peut agir comme garant financier ? Gauthier ne pouvait pas répondre. Sa sœur Sévérine l'avait déjà rejeté. Maëva avait fui dès qu'elle avait pris conscience de la gravité de sa maladie. Et la femme qui l'avait protégée pendant 22 ans, il l'avait jetée de ses propres mains. « Je n'ai personne !» a balbutié Gauthier. L'administratrice a soupiré profondément. « Je comprends. Dans ce cas, nous exigerons le paiement intégral avant votre sortie. » Elle a froidement jeté les documents sur son plateau et s'est éloignée. Gauthier a attrapé la facture de ses mains tremblantes.
Si cela continuait, ses comptes bancaires seraient complètement vidés en quelques mois. Lorsque son argent serait épuisé, il ne pourrait pas se permettre un traitement approprié, ni même d'entrer dans une maison de retraite décente. Même la richesse financière qu'il considérait comme la preuve de son propre succès n'était qu'une illusion fragile construite sur la gestion sans faille d'Apolline. Sur la petite table de chevet se trouvaient ses effets personnels qui avaient été apportés avec lui. Parmi eux se trouvait son smartphone. Gauthier a déverrouillé l'écran s'accrochant à une prière désespérée. Peut être que quelqu'un s'inquiétait pour lui. Peut être qu'Apolline avait changé d'avis et accouru à l'hôpital. Mais sur l'écran, il n'y avait qu'une seule notification. Un court message texte de sa fille Océane. Gauthier a ouvert le message d'un doigt tremblant. Écrit avec un texte impitoyable et parfait. « L'hôpital m'a appelé. Je ne viendrai pas. Tu n'as pas combattu la maladie, papa. Tu étais juste protégé par maman. Ne nous contacte plus jamais. » Au moment où il a lu ces mots, le dernier pilier de son ego s'est complètement effondré. Il ne pouvait pas crier, il ne pouvait pas pleurer à haute voix, il fixait simplement l'écran, totalement sans voix. Ses mains tremblaient violemment, et le smartphone a glissé de sa paume tombant sur les draps. Gauthier a lentement détourné le regard et a regardé à nouveau le plafond jauni. Des larmes froides coulaient silencieusement sur ses joues. Le regret était maintenant totalement inutile. Ce qu'il avait perdu n'était pas seulement une famille. Il avait perdu la seule personne qui pardonnait son arrogance, enveloppait ses faiblesses et le liait à la vie elle-même. Le seul endroit vraiment sûr au monde. Enfin, je suis libre. Le jour où ils avaient signé les papiers du divorce, il avait ri et dit exactement ces mots. Mais la véritable liberté qu'il avait acquise résidait dans ce lit d'hôpital glacial et solitaire, avec absolument personne pour tendre la main et le sauver. Pleurant silencieusement, Gauthier a sombré dans un désespoir sans fond et sans fin. À peu près au même moment, je me tenais dans la cuisine de l'appartement d'Océane, baignée par le soleil matinal, en train de préparer mon déjeuner. Le jaune vif des œufs brouillés et le vert éclatant d'une salade d'épinards. En regardant ce repas sain, mon cœur bondissait naturellement. Aujourd'hui était mon premier jour dans mon nouveau travail. J'avais quitté le champ de bataille épuisant d'être infirmière cadre à l'hôpital, et j'avais pris un emploi à temps partiel dans un petit centre de santé de quartier. Le salaire était inférieur, mais je n'avais plus à redouter les gardes de nuit, et je n'avais plus à porter la responsabilité écrasante de maintenir quelqu'un en vie toute seule. « Bonjour, maman. » Océane est sortie se frottant les yeux endormis. « Bonjour, le petit déjeuner est prêt. » Océane a souri joyeusement à la vue du bol chaud de flocons d'avoine sur la table. « Maman, ton teint est beaucoup plus beau ces derniers temps. » J'ai touché ma propre joue. Oui, probablement parce que je dors enfin bien. À ce moment-là, le smartphone d'Océane a bourdonné. Pendant une fraction de seconde, son expression s'est durcie. C'était probablement un appel de l'hôpital ou de quelqu'un lié à Gauthier. Mais Océane a immédiatement retourné le téléphone face vers le bas, l'ignorant complètement. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Océane m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est rien, juste du spam. Son regard fort portait la détermination inébranlable de ne plus jamais se laisser entraîner dans le passé. J'ai hoché légèrement la tête et je n'ai rien demandé de plus. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble en paix. À la télévision passait une émission d'information joyeuse. Par la fenêtre s'étendait un ciel bleu sans nuages. En buvant mon thé, je regardais la petite Pépéromia sur le balcon. Mes jours à me sacrifier pour quelqu'un d'autre étaient terminés. J'allais marcher à travers ma propre vie par mes propres moyens. Cette détermination silencieuse pénétrait chaque coin de mon corps aussi chaleureuse que le thé dans mes mains. L'horloge tournait et il était temps de partir. J'ai enfilé mes nouvelles chaussures et j'ai attrapé la poignée de la porte. La vie devant moi m'appartenait et personne ne pourrait jamais la voler. En poussant la porte du nouveau centre de santé, je n'ai pas été frappée par l'odeur piquante de l'eau de javel médicale, mais par une odeur faible et apaisante d'aromathérapie. « Bonjour, Apolline. Je suis désolée de te demander ça pour ton premier jour, mais pourrais-tu aider à l'accueil ce matin ?» Le doux directeur du centre et les employés souriants. Il n'y avait pas de tension suffocante, pas de cris à glacer le sang comme au service de traumatologie. Je me suis changée pour mettre mon nouvel uniforme, et je me suis assise au bureau. La douce lumière du matin entrait par les fenêtres. Jusqu'à présent, mes matins étaient un compte à rebours vers la fin de la vie de quelqu'un. Vérifier la tension artérielle de mon mari, sa température, la couleur de sa peau, ses schémas respiratoires vivant dans la terreur écrasante que la moindre anomalie soit imputée entièrement à mon incompétence. Mais maintenant, je sentais les aiguilles de l'horloge tourner paisiblement. J'avais même le luxe de sourire aux patients qui entraient et de dire « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Un patient âgé a pris mon bloc-notes et a souri. « Merci, madame l'infirmière. Vous avez un visage gentil. » Ce commentaire désinvolte a répandu une lueur chaleureuse au fond de ma poitrine.
Pour la première fois en 22 ans, j'ai senti que j'avais retrouvé la véritable joie d'être infirmière. Pendant ce temps, Gauthier était allongé sur un lit dur dans le service de médecine générale, fixant d'un regard vide le plafond taché. Des jours avaient passé, et son état physique s'était quelque peu stabilisé. Mais le désespoir qui consumait son âme ne faisait que s'approfondir. Les médecins, lors de leur visite, les infirmières mesurant ses paramètres vitaux. Aucun d'entre eux ne le regardait comme le directeur riche et respecté qu'il pensait être. Pour eux, il était juste un patient âgé et problématique sans famille, un élément à cocher sur leur liste de tâches quotidiennes. « Monsieur Delorme, voici vos médicaments pour aujourd'hui. Assurez-vous de les prendre », a déclaré une infirmière en jetant un gobelet en papier avec des pilules sur son plateau avant de se précipiter immédiatement vers le lit suivant. Personne n'a ajusté la température de son eau pour que les pilules passent plus facilement. Personne n'a frotté son poignet pour vérifier les tremblements ni ne lui a demandé comment il se sentait. Des mains tremblantes, Gauthier a attrapé les pilules, s'étouffant avec l'eau glaciale du robinet. Le temps où Apolline lui massait doucement le dos et l'aidait à avaler ses médicaments était perdu pour toujours, à tout jamais. L'après-midi, une assistante sociale qu'il n'avait jamais rencontrée lui a rendu visite. « Monsieur Delorme, nous devons discuter de vos prochaines étapes. » Elle a ouvert son dossier et a tiré la vérité brutale d'un ton administratif robotique. « Vous ne pouvez plus rester dans cet hôpital, car vous n'avez pas de garant financier. Nous devrons utiliser les programmes d'aide de l'État pour vous transférer dans un établissement public sous-financé pour les personnes sans famille. »« Et mon appartement ?» a demandé Gauthier d'une voix rauque. « Nous vous recommandons vivement de commencer à vendre votre propriété afin de couvrir vos dettes médicales accumulées et les frais d'entrée dans l'établissement. Vous devez supposer qu'après tout cela, il ne vous restera presque aucun actif. Son appartement, sa liberté, sa jeunesse, sa dignité, tout ce qu'il avait essayé d'acheter en jetant Apolline avait disparu comme un mirage. Il avait essayé d'appeler sa sœur Séverine d'innombrables fois, mais tombait toujours directement sur la messagerie vocale. Elle avait probablement bloqué son numéro. Maëva ne l'avait pas contactée une seule fois depuis qu'elle était partie. Ce qu'elle voulait, c'était un homme riche avec de l'argent à brûler qui la gâtait. Pas un homme vieillissant avec une maladie grave, aucun actif et besoin d'un soignant. Elle était facilement passée à autre chose pour trouver son prochain style de vie glamour, effaçant Gauthier de sa mémoire comme s'il n'avait jamais existé. Soudain, son regard est tombé sur le classeur bleu posé sur sa table de nuit. C'était le journal médical original que le docteur Delacroix avait laissé pour le forcer à affronter la réalité. Gauthier a tendu son bras douloureux et a rapproché le classeur. En ouvrant les pages, il a vu des lignes et des lignes de mots doux et pleins de tact, entièrement consacrés à sa protection. Le patient essaie de faire le dur, mais il semble souffrir. Aujourd'hui, il a très peu d'appétit, donc hachez les légumes très finement pour qu'ils soient plus faciles à digérer. Faire attention aux effets secondaires des médicaments, toujours sourire en lui parlant pour qu'il ne s'énerve pas. En passant ses doigts sur ses lettres, Gauthier s'est effondré en un sanglot irrépressible et sans fin. Il s'est souvenu du jour où il avait cruellement jeté les précieux pots de fleurs d'Apolline à la poubelle. Elle n'avait pas prononcé un seul mot de plainte. Elle avait simplement balayé la terre en silence. Elle ne s'était pas tue parce qu'elle avait peur de lui. Elle s'était tue parce qu'elle l'aimait profondément, pardonnant la faiblesse d'un homme terrifié par sa propre maladie. Il souffrait d'une maladie, mais en même temps il était aimé et protégé plus profondément et plus véritablement que quiconque au monde. Il avait regardé de haut la seule personne de l'univers qui le comprenait, et l'avait détruite par sa propre arrogance. Peu importe combien il pleurait, peu importe combien il s'excusait ces jours chaleureux et quotidiens, ne reviendrait jamais au grand jamais. Serrant le classeur bleu contre sa poitrine, Gauthier a continué à pleurer silencieusement dans son lit d'hôpital solitaire. Les saisons étaient sur le point de changer. Sur le balcon de mon petit appartement, la pépéromia que nous avions achetée avec Océane faisait pousser de nouvelles feuilles d'un vert éclatant. Un dimanche matin, je préparais lentement du café dans la cuisine. Le son de la mouture des grains et le goutte silencieux de l'eau chaude, étaient les seuls bruits de la pièce. Maman, ça sent le café. Océane est entrée dans le salon, se frottant les yeux endormis. J'ai acheté de très bons grains aujourd'hui pour une occasion spéciale. J'ai posé 2 tasses sur la table et me suis assise en face d'Océane. La télévision était éteinte. Nous étions simplement assises, profitant de l'arôme du café et de l'agréable brise entrant par la fenêtre. Dans le passé, ne rien faire de la sorte m'aurait rempli d'un intense sentiment de culpabilité. J'étais prisonnière de la malédiction que si j'arrêtais de bouger, la vie de mon mari serait en danger. Je devais constamment être sur les nerfs, constamment courir.
Mais maintenant, ce silence total semblait être la plus belle récompense au monde. Maman, a dit Océane en lassant sa tasse de ses deux mains, tu n'auras plus jamais à porter seule la vie de quelqu'un d'autre. Ces mots ont atteint le fond le plus profond de mon cœur, aussi doux qu'une brise printanière. J'ai souri légèrement et j'ai hoché lentement la tête. Tu as raison. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer pour de vrai. J'ai arrêté de broyer ma propre âme pour maintenir quelqu'un d'autre en vie. Certains pourraient me qualifier de femme sans cœur. Certains pourraient me pointer du doigt et dire que j'ai abandonné mon devoir d'épouse. Mais je ne serai plus liée par ces mots. J'ai récupéré ma propre vie. Avant d'être la ligne de survie de quelqu'un d'autre, je suis un être humain qui mérite de vivre en paix. Par la fenêtre s'étendait un ciel bleu infini et sans nuages. Au loin, on entendait le faible chant des oiseaux. J'ai pris une gorgée de café chaud, savourant silencieusement le miracle absolu d'une vie normale et heureuse. Les gens ne peuvent pas vivre uniquement de médicaments. La vie quotidienne ordinaire, que quelqu'un soutient silencieusement en coulisses, est en réalité le plus grand miracle que nous ne reconnaissons que lorsqu'il vient à manquer. Merci à tous d'être restés avec cette histoire jusqu'à la toute fin. En suivant ce voyage, je me suis constamment demandé ce que signifiait vraiment soutenir quelqu'un. Ce qu'Apolline a fait pendant 22 ans, ce n'était pas seulement organiser des pilules ou conduire à l'hôpital. C'était capter les changements invisibles dans son corps, enregistrer les signes de crise, communiquer précisément avec les médecins, naviguer dans les systèmes d'assurance complexes de la sécurité sociale et de la mutuelle, et tenir désespérément sa vie d'une seule pièce pour qu'elle ne glisse pas entre les mailles du quotidien. Et pourtant, son mari voyait tout ce dévouement non pas comme de l'amour, mais comme un devoir obligatoire. Cette histoire n'est pas seulement un récit sur une maladie grave ou un divorce. Ce qu'elle dépeint vraiment, c'est le fait que la vie normale que nous tenons pour acquise est presque toujours protégée par le travail invisible de quelqu'un d'autre. Les pilules prêtent à temps, se souvenir des rendez-vous chez le médecin, avoir quelqu'un qui remarque quand vous vous sentez mal. Rien de tout cela ne se produit par magie. C'était quelque chose qu'Apolline protégeait morceau par morceau, en découpant son propre temps et sa propre âme. Parfois, lorsque les gens sont soutenus pendant si longtemps, ils deviennent aveugles à l'immense présence à leur côté. Ils s'habituent tellement à l'aide que la gratitude est remplacée par une exigence toxique. C'est comme ça que ça devrait être. Mais la gentillesse et le dévouement ne sont jamais des ressources infinies. Si vous continuez à exploiter l'amour de quelqu'un en le forçant à sacrifier sa propre vie pour la vôtre, vous finirez par perdre bien plus que son aide. Vous perdrez sa confiance, votre lien et même l'avenir où il se tiendrait à vos côtés. Apolline n'a pas quitté son mari pendant 22 ans. Elle ne l'a pas quitté une seule fois, même sans gratitude. Même lorsqu'elle était traitée de fardeau, elle a protégé sa vie. Mais à la fin, avant de se perdre complètement elle-même, elle a décidé de renoncer à ce rôle. Ce n'était pas une décision sans cœur. C'était un choix nécessaire pour protéger sa propre humanité. Si vous étiez à la place d'Apolline et que le mari que vous aviez soutenu pendant 22 ans vous suppliait de l'aider, reviendriez-vous ou diriez-vous « Je n'inclurai plus ma vie dans ton plan de traitement » et choisiriez-vous votre propre chemin? Faites-nous part de vos pensées et de vos sentiments dans la section des commentaires ci-dessous. Et aussi, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous soutient silencieusement sans demander d'éloge? Si quelqu'un vous vient à l'esprit, remerciez-le pendant que vous le pouvez encore. Merci beaucoup pour les innombrables commentaires chaleureux que vous laissez toujours. Nous lisons et apprécions chacun d'entre eux. Si cette histoire vous a touché, nous serions ravis que vous laissiez un j'aime et que vous vous abonniez à la chaîne. À la prochaine fois. Rendez-vous dans la prochaine histoire qui nous invite à réfléchir sur les liens familiaux et ce qui compte vraiment dans la vie. Dans le journal médical qu'Apolline a laissé, il n'y avait pas un seul mot blâmant son mari. Elle n'écrivait que les horaires des médicaments, les changements physiques des notes concernant sa douleur cachée et de doux rappels pour qu'il ne se surmène pas. Chaque fois qu'il regardera ces mots, il se rappellera brutalement à quel point il était profondément protégé. Pendant ce temps, Apolline ne porte plus la vie de quelqu'un d'autre. Elle a commencé à vivre la sienne. Ceux qui soutiennent les autres ont le droit de se reposer. Même lorsque vous aimez quelqu'un, vous avez le droit de vous protéger. Et la gratitude n'est pas quelque chose que l'on ressent et que l'on regrette une fois qu'elle a disparu. C'est quelque chose que vous devez exprimer à haute voix tant qu'ils sont encore à vos côtés. Puisse venir le jour où vous réaliserez la bonté invisible cachée à la vue de tous.